question. Si il te dit que tu vas croire. J'ai dit, Toi, tu es venu en croire dans Je t'ai posé une question. Si il te dit que tu vas croire. Voilà, donc tu vas pas croire, ton expression de visa dit tout en même temps. Donc, vas-y, continue le débat. Tu as posé une question, est-ce que tu réponds à la question, est-ce que tu as besoin de demander si je te dis est-ce que tu vas croire? Il faut répondre. Ah, mais et vous pouvez répondre à ma question aussi. S'il est incapable de répondre à la question, pourquoi moi je réponds à la question? Mais je dis oui. Laisse-moi, je vais faire une motion, s'il te plaît. C'est pas à mon seul que tu parles, parce que même si tu... Non, continue ton débat, continue. Parce que vous, quelque chose, c'est qu'on vous dites, ça ne veut rien dire. Donc, ça sert à quoi? Continuons, on était où là? La Constitution, allons-y. Monsieur Blondy, allez-y. Que je voulais dire simplement, je pense que ce débat-là, on l'a dépassé. Le monsieur qui est en grog, là, il ne sait pas d'où il sort, mais ce genre de choses-là, on a dépassé. Parce que moi, on ne peut pas venir me présenter quelqu'un à 1800 et quelques qui a eu un passeport flambant neuf. Mes grands-parents, là, leur papier, là, quand tu prends même, on dirait que ça devient comme, parce que c'est vieux. Un papier, là, quand ça vieillit, ça commence à s'effriter. Donc, tout ça, là, on a vu tout ça, là. On a eux, on peut abrutir avec ce genre de discours. Et puis, test ADN, là, moi, je peux me lever, Brandy, aller dans un laboratoire, je vais faire, plus je viens dire, j'ai fait un test, mais il faut faire un contre-test aussi. Est-ce que lui, là, il a une fois... Tu penses que Gbagbo ne l'a pas fait? Tu penses que Gbagbo n'a pas fait ça? Quand on parle, s'il te plaît, ferme ton micro, mec. Je te rappelle qu'ils ont exhumé le corps de sa mère. Personne n'a exhumé le corps. Tu sais qui sont ceux qui ont exhumé ce corps-là? Tu les connais? Tu as des preuves de ceux qui l'ont exhumé, que c'est Gbagbo ou bien c'est qui? Aïe, tu es étranger. Arrêtez vos conneries, là. Bon, mon ami, tu as 15 ans moi, ce que je voulais dire, c'est que ce débat-là, on l'a dépassé. À l'époque, lorsque la Cour suprême a statué, la Cour suprême n'est même pas allée dans ce débat-là. Ils ont dit, ce que c'est prévalu. Oh, c'est pas possible. Quel problème? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Le débat a été dépassé. Donc, revenons à la Constitution, on va évoluer. Merci. Oh, pour une fois, même ton micro. Monsieur Blondy, allez-y. Que la Cour suprême avait statué sur la prévalence, je ne sais pas si ce mot peut se dire, on dit que c'est prévalu d'une autre nation. C'est comme ça qu'on l'a bloqué. Donc l'arrêt Tiakoné là est encore là, c'est pas cassé. C'est ce débat-là qui est là aujourd'hui. Sinon, son histoire de... on sait tous que c'est... Comment il s'appelle le juge là qui est aujourd'hui dans son gouvernement depuis... comment il s'appelle Balobi. Il y a un petit juge là. Balobi. Voilà, Balobi Stéphane, c'est un dimanche. Il a établi ce papier-là. On sait tous comment ça s'est passé. Lui, là, peut-être Grog, il n'était pas en Côte d'Ivoire bien, il n'a pas suivi tout ça là. Nous autres, on a suivi ça. Mais les gens ne sont pas allés sur ça parce qu'ils savent que s'ils partaient sur ce terrain, ils sont partis, on l'a dit, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et nous, là, c'est là-dessus qu'on va se poser cette année-là. C'est là-dessus. Parce que ce monsieur a toujours fonctionné comme un voltaïque. Il n'a jamais renoncé à cette nationalité-là. Il a même eu la nationalité américaine. Est-ce qu'il a un jour renoncé à ça? Non. Donc, c'est là-dessus, là, nous, on va tabler. Tout le reste, là, c'est oba-oba, comme on dit. Voilà ce que j'allais dire. Grog, il ne sait pas ce qu'il est en train de raconter, mais il n'est pas dans la chose. Merci. Dis quand il a eu la nationalité américaine, s'il te plaît. Merci. Quand est-ce que le président Alassane Ouattara a eu la nationalité américaine? Ok, monsieur Grog, on va pas limiter le débat qu'à vous seulement. Va poser la question là. Vous fuyez la question. Il a dit un truc. Il vient de prendre un mensonge là. Donc, il faudrait qu'il nous éclaire. Jamais le président Alassane Ouattara a eu la nationalité américaine. Donc, il nous dit on a compris. Exactement, c'était quand? Voilà. On a compris. Je ne sais pas si c'est dame ou bien c'est monsieur Kamala qui est. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, c'est une dame. Okay. Dame Bonjour, Kamala. Kamala Harris, oui. Bonjour, les frères, les panélistes et tout ça. Vraiment, où je suis tellement malade quand j'entends certaines personnes parler de Draman. J'ai mal. Je sais pas si ce que eux ils disent là, ça pouvait tuer quelqu'un. Peut-être depuis là, j'étais plus dans ce monde-là. Mais comme il faut avoir les oreilles pour écouter des âneries, on est obligé. Sisben et puis Grok là, quand ils disent que quand tu n'es pas un citoyen d'un pays, tu peux travailler dans le pays en tant qu'un autre citoyen. Ça dit que tu viens de la Côte d'Ivoire, mais si tu n'as pas les papiers de la France, tu vas travailler quand même en tant qu'Ivoirien en France. Moi, je leur pose la question, pourquoi il y a les sans-papiers en France? Pourquoi il y a les sans-papiers en France? Il y a les sans-papiers en France, ça, c'est par rapport à quoi? Si un Ivoirien peut venir
peut venir habiter en France sans avoir la nationalité ou bien une pièce de ce pays-là? Je voudrais leur poser la question. Comme ils disent que si tu n'es pas citoyen Je d'un peux pays, répondre ou bien j'attends. tu peux travailler en tant que citoyen du pays où tu viens. Oui. Ce que j'avais dit, madame. Hein, tu avais dit quoi là? Question à quelqu'un sur le panel. J'ai demandé clairement, est-ce que tu peux être ivoirien? J'ai dit, tu es ivoirien, tu travailles aux États-Unis. Quand tu travailles là, tu rends service aux États-Unis ou tu rends service à la Côte d'Ivoire quand tu travailles aux États-Unis? C'était ça ma question. Sinon, ce que vous dites là, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai posé la question clairement à une personne et la personne n'a pas pu répondre à la question et puis on est passé. Voilà. Donc, Non, sinon, moi, ce que vous dites, j'ai pas dit ça. Moi, à mon avis, quand tu es ivoirien et que tu vas travailler aux États-Unis, pour que tu travailles pour les États-Unis, il faut déjà que tu aies les papiers des États-Unis pour pouvoir travailler. Donc, si tu as les papiers des États-Unis, tu travailles en tant que employeur de choses, tu travailles en tant que le gouvernement ou bien le pays. Parce que tu as la nationalité ou bien tu as les papiers. C'est-à-dire qu'une pièce qui t'autorise à travailler en tant que citoyen de ce pays. Donc, tu ne peux pas être ivoirien et aller travailler avec tes papiers ivoiriens aux États-Unis. C'est pas possible. En France, ici, là, quand on dit les gens sont en situation de sans-papier, c'est parce qu'ils sont sur le sol, mais ils ont les papiers de Côte d'Ivoire, mais ils peuvent pas travailler avec les papiers de Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on les régularise en tant que citoyens et français, sur le sol français. Donc, quand tu travailles en tant que Français. Tu ne travailles pas en tant qu'Ivoirien. Voilà. Il y a un qui a dit que Houphouët-Boigny il a travaillé pour, mais ça, c'était avant la colonisation. Donc, ça, c'était peut-être un arrangement parce que les gens étaient dans le besoin. Donc, il faut pas confondre les choses. Moi, aujourd'hui, ce que je vois en tant que les rebelles là, rassemblement des rebelles là, je les vois en tant que les gens qui vont à la Mecque là. Draman est comme leur rocher autour duquel ils tournent. Voilà, autour duquel ils tournent. Mais vous n'allez pas tronquer la vérité que nous tous on a vécu. Draman là, il peut pas être ivoirien et puis travailler en tant que burkinabé au FMI. C'est pas possible. Si Draman n'est pas burkinabé, il peut pas travailler en tant que burkinabé. S'il n'est pas burkinabé. Nous tous, on est en Europe là. Moi, par exemple, on m'a dit, quand je devais avoir ma nationalité, on m'a demandé si je pouvais renier ma nationalité. Je lui ai dit non, je ne peux pas renier ma nationalité parce que si demain, vous les Français, vous m'arrachez votre papier, moi, je fais quoi? Donc, ça veut dire que j'ai un papier de secours, j'ai quand même ma nationalité. Donc, Draman, il est burkinabé, mais par décret, il a été nommé, on lui a donné la nationalité. Aujourd'hui, ce que Draman fait en Côte d'Ivoire, pardonnez, ouvrez les yeux. Pardonnez, ouvrez les yeux. Quand vous parlez de Gbagbo, je ne sais pas, au temps du fouet, Gbagbo faisait la politique. Quel est l'Ivoirien qui a été en exil? Quel est l'Ivoirien que Gbagbo a emmené en exil par rapport à sa politique? La seule personne qui est venue nous montrer l'exil en Côte d'Ivoire, c'est Draman. J'ai comme l'impression que vous êtes des daltoniens. C'est-à-dire que la chose est rouge, tout le monde voit que c'est rouge, mais vous, pour vous, c'est vert. Ça, c'est une déficience visuelle. C'est une déficience visuelle. Essayez voilà. Donc, quand on vous appelle un mouton, souffrez de ça. Parce qu'il y a des gens, même les hauts cadres, qui ont accepté d'être des moutons. Donc, ceux qui parlent en vos noms, là, s'ils disent qu'ils sont moutons, vous qui êtes en bas ici, là, vous êtes des moutons. Voilà, parce que ça déverse sur vous. Si les gens qui sont au devant de vous, qui doivent vous défendre, jubilent et sont fiers et brandissent qu'ils sont moutons, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, on va vous traiter de moutons. Donc, souffrez. Et c'est ce que Blessing avait dit, ou je ne sais plus si c'est M. Léo. Aucun supporter ou bien aucun partisan de Gbagbo n'a jamais dit qu'il était bête, qu'il était mouton, qu'il était cochon ou bien qu'il était... Non. Gbagbo a toujours été dans sa logique. Quand vous dites que, ouais, au temps d'Oufoué, il y avait les choses, est-ce qu'il n'y avait pas de violence? Oui.
Parce que les gens, ils ont violé les gens, enfin, ils ont fait du mal aux gens. Il y avait la violence parce que les gens donnaient les ordres pour qu'on vienne tabasser Laurent Gbagbo. C'est les gens qui marchaient toujours les mains nues. Nous autres, on a marché les mains nues pour réclamer ce qu'on devait réclamer. Donc, il y a eu la violence, mais qui est venue de la police. Mais pas de choses, de la marche des choses de Laurent Gbagbo. Donc, quand on n'aime pas quelqu'un, il faut quand même lui reconnaître certaines choses. Aujourd'hui, vous parlez. Si Gbagbo ne s'était pas battu pour le multipartisme, votre Dramane, il serait là aujourd'hui? Est-ce qu'il serait là aujourd'hui? Donc, regardez les choses en face. Il y a plein de choses. Les gens, mes frères, Blessing, quand vous faites vos panels là, sélectionnez. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il est trop élevé pour nous ramener dans les trucs de 1800 ou les passeports que Kafa même n'a même pas touché. Hein? La moisissure n'a même pas touché. Bon, quand on nous parle de ADN, vous avez vérifié, Dramane, c'est un faussaire. Si vous ne le savez pas, Dramane, c'est un faussaire. Même sa femme Barbara, qui l'a marié aux États-Unis, là, elle a dit qu'il était burkinabé. Donc, ça dit que vous voulez tronquer la chose. On sait comment Dramane est venu au pouvoir. Sarkozy, même, il a dit qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo. C'est par rapport à quoi il disait ça. Sarkozy, c'est quoi? C'est un Ivoirien pour dire qu'il allait vitrifier. C'est au nom de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses, les IB, là, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils se sont battus pour Dramane. Vous dites que Gbagbo dit, on dit, il ne faut pas emporter Boubou. Mais Gbagbo lui-même, il était dans Boubou pour faire ses marches. Gbagbo était toujours dans Boubou pour faire ses marches. Donc, vous avez tellement trouvé des faux prétextes pour pouvoir faire du mal aux Ivoiriens que quand vous venez vous arrêter sur les panels ici pour dire, ouais, Dramane, vous pensez que les ponts, tout ça là, c'était des choses qui étaient prévues. Mais vous avez mis les bâtons dans les roues pour ne pas que ces projets-là. Dramane, c'est quelqu'un qui aime les yeux. Dramane, là, c'est quelqu'un qui n'a pas été aimé. Donc là, il est en quête d'amour. Il cherche l'amour partout. Il paye l'amour. Il paye l'amour. Dramane paye l'amour. Voilà. Alors que Laurent Gbagbo n'a pas besoin de payer l'amour. Laurent Gbagbo, dès qu'il claque les doigts, tout le monde est dehors. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre Gbagbo et Dramane. Dramane, il piétine la Constitution. Depuis que Gbagbo fait politique là, vous avez déjà entendu qu'on a coupé tête de quelqu'un pour jouer au football parce qu'il y a la politique. Gbagbo a toujours dit que moi, pour aller au sommet, pour être président, ce serait toujours par les unes. Vous pensez que Gbagbo, quand il était en exil ici là, on ne lui a pas proposé d'aller tuer les Ivoiriens? Il a dit. Maman, il a dit. On essaie de camoufler un peu les mots parce que actuellement Léo se repose. Donc si les mots sont trop forts, ils vont sauter le live. D'accord, excusez-moi. Mais vraiment, je suis tellement en colère que les gens veulent tronquer l'histoire du pays, que ce que nous-mêmes on a vécu. En 2000, Gueye voulait prendre le pouvoir là. Il sait ce qui s'est passé. Les gens ont tout Gueye, tout ça pour mettre sur les choses le président Laurent Gbagbo. Donc on connaît tous. Dramane, il a payé les biens là. C'est en tant que Burkinabé. Que vous le veillez ou non, Dramane là, il est Burkinabé. Voilà, il est Burkinabé. On est au courant de ça. Donc arrêtez. Bon, peut-être comme je suis enceinte là, l'enfant qui va naître là, c'est lui que vous allez dire que Dramane n'est pas Burkinabé, puis il va croire. Mais moi, je lui dirais qu'il est Burkinabé. Parce que c'est ce qu'il nous a montré, c'est ce qu'il nous a dit au départ. Tous ces papiers le savent. Dramane, c'est un faussaire. Voilà, la preuve en est, il marche sur la Constitution, et puis vous êtes contents, vous les jeunes là, les jeunes qui devaient défendre le pays là, vous êtes contents, vous applaudissez. Il vous a tellement manipulé, il vous a fait un lavage de cerveau que finalement, le RDR, le Rassemblement des rebelles, est une secte. Quand votre gourou parle, c'est fini. À part lui, c'est le demi-dieu. Mais non. Ouvrez les yeux. Et puis quand vous parlez, on sent que vous êtes vraiment intelligent. Mais vous êtes... Ça dit que le monsieur, on a comme l'impression qu'il vous a donné un truc où quand il parle, vous n'avez même plus le droit de parler. Monsieur Groc là, toi, un étranger, quelqu'un que tu dis, tu lui donnes de l'eau. Il vient dire, ah, j'ai soif. Tu dis, viens, rentre, tu vas te reposer. Le lendemain, le monsieur, il commence à manipuler tes enfants pour pouvoir te faire sortir de chez toi. Et puis lui, maintenant, il va prendre la place. Est-ce que tu vas aimer? Et c'est ce que Dramane est en train de faire. Et c'est ce que Dramane est en train de faire. Les gens qui se sont battus pour lui, pour le mettre au pouvoir là. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont dehors. Hein? Et vous êtes contents. Vous ne pouvez même pas dire, quand tu aimes un enfant, qu'il fait quelque chose à cet enfant-là, tu vas lui dire non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Pour que l'enfant prenne conscience de savoir ce qui est le bien et le mal. Voilà. Dramane, il fait du mal et vous êtes contents, vous applaudissez. Vraiment, j'ai mal. Je sais pas comment exprimer ce mal-là.
Avant là, on était entre nous les Nord. Nous-mêmes là, on est sortis. Moi, mon mari s'appelait Yeo Mamadou. Yeo Mamadou, c'est un Sénoufo. Moi, j'allais à Korogo. J'étais bien là-bas. C'est Draman qui est venu pour faire la différence entre choses étrangères et choses l'autochtone. Moi, mon grand-père, il employait les Mossi, les Koulibaly et autres là. On était vraiment mais en parfaite harmonie. Hein? Gbagbo n'a jamais fait la différence entre étranger et l'ivoirien. C'est votre mentor là, c'est lui qui est venu. Il a tellement bien ficelé avec sa salamandre qu'il appelle femme là. Hein? Tout cela, ils ont manipulé et ils vous ont servi. Vous avez mangé aujourd'hui là. Vous êtes abrutis, c'est-à-dire que votre cervelle est dans un coma profond, mais on a du mal à vous ramener en vie. Hein? On a du mal à vous ramener en vie. Hein? Okay. Donc, vraiment, essayez, je vous en prie. Essayez. Parce que là, où la Côte d'Ivoire s'en va là, ça sera très dangereux. Même vous qui parlez aujourd'hui là, il arrivera un moment où vous ne pourrez même plus parler parce que ce sera catastrophique. Ce sera catastrophique. Au jour d'aujourd'hui où on est là, non au 4e mandat. Parce que le monsieur nous avait dit, je deviens vieux, je ne peux pas rester jusqu'à, je ne vais pas être au pouvoir jusqu'à avoir, mais aujourd'hui, non, le monsieur, il n'y a même pas d'adjectif pour le qualifier. Parce que il respecte pas sa parole. C'est pas un homme, il n'est pas digne de confiance. C'est pas un homme d'honneur. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Parce qu'on peut pas le décrire. On peut pas le décrire. Parce que, voilà, voilà, je sais pas. J'ai pas de mots. Okay. Donc, essayez de revoir un peu votre position par rapport à tout ça. Draman, c'est lui qui nous a divisés. Reconnaissez-lui quand même cette partie-là. Reconnaissez-lui cette partie. Donc, moi, je descends. C'était pour dire ça. Et puis, vraiment, bon panel à vous. Merci. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Merci. Mais Merci. moi, j'ai une petite question pour Grotte. C'est quoi le village de monsieur Alassane? Blessing, c'est mon temps de parole, non, je pense. Non, c'est pas ton temps. Hein. Le syndicat qui a monté, il va parler d'abord. Je voulais faire une petite Mais ça motion. fait le tour. Kaza même est venu parler encore devant moi. Les gens sont remontés, tout ça, la dame. Non, le syndicat, il va t'expliquer quelque chose. Non, on s'écoute là, les gars. On va pas. Non, Blessing, je vais t'expliquer quelque chose. Non, écoute-moi d'abord. Et puis après, tu fais. Non, laissez ça. Il faut laisser ton explication là. Et syndicat, vous avez la parole. Bien. Qui voulait m'expliquer quelque chose là? Si c'est monsieur Sisben, il peut expliquer. Vas-y, explique. Je te donne la latitude de m'expliquer. Explique. C'était pour expliquer à Blessing que quand on est sur un panel, quand on est là pendant longtemps, quand les nouvelles personnes montent là, si tu ne fais pas tourner la parole, on va rester là longtemps sans parler. Monsieur Sisben, il faut laisser ici là. Tu vas pas me dicter ce que je dois faire. Voilà, c'est moi qui ai invité le syndicat. Il est monté, il a attendu. D'autres ont parlé. C'est pas parce que il n'était pas sur le panel lorsque tu parlais que ça veut dire qu'il t'a pas écouté peut-être en bas lorsque tu parlais. Donc, évitons de rentrer dans ça. Voilà. On te donne l'émotion, on te donne les prises de parole pour respecter aussi cela. Si moi je t'ai dit, laissons tout, c'est le seul qui vient d'arriver sur le panel, laissons au moins la peine à syndicat de parler, il faut respecter ça aussi. Voilà, ça va pas t'enlever quelque chose. De toutes les façons, tu es encore sur le panel. Maintenant, c'est pas aussi un panel du RHDP. Voilà, c'est un panel de l'opposition. Donc moi, je suis quelque part, quand un homme comment dirais-je, du parti au pouvoir parle, il faudrait que je puisse écouter aussi un gars aussi de l'opposition. Donc, le syndicat, allez-y. Ok. Bon, moi, en tout cas, je ne vais pas aller à gauche, à droite. Hein. Les histoires de passeport, tout ça, là, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je vais me focaliser sur la Constitution. La nouvelle Constitution, d'ailleurs. Bon, moi, mon problème avec la nouvelle Constitution, c'est le fait de dilapider l'argent du contribuable des Ivoiriens. C'est ça mon problème. Parce que, mine de rien, bon, on a beaucoup d'institutions qui ont été créées en Côte d'Ivoire, mais on va prendre par exemple la Cour des comptes. Je pense que cette instance-là, bon, elle ne devrait pas se dédier. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que tout peut se lier et tout peut être rétroactif. Pourtant, il y a des choses qui ne peuvent pas être rétroactives. C'est-à-dire qu'on a des constitutionnalistes qui veulent nous faire comprendre une loi ou un article de la Constitution, mais qui ne se dédie pas. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que les gens banalisent
en fait, M. Ibrahim Sissé Bakongo. C'est malheureux de voir ça, au moins des jeunes de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit sur un live, M. Ibrahim Sissé Bakongo, qu'on le veuille ou pas, mais c'est un éminent juriste. C'est-à-dire que déjà même, il est même au barreau de Paris. C'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est que M. Ibrahim Sissé Bakongo peut être invité pour écrire une constitution en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, il a un diplôme qui lui permet d'analyser une constitution en dehors de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette constitution-là, ils ont été deux, être mandatés comme le pouvoir. Les Ivoiriens donnent leur pouvoir au président. On lui confie un mandat, donc il est mandaté. Bon, on a M. Ibrahim Sissé Bakongo et M. le ministre de la Justice, Monsieur Cancan Sambile, ou bien oui, je pense que c'est lui. Oui, c'est ça, Cancan Sambile, oui. Et donc, quand les gens nous disent que les propos du ministre de la Justice ne sont que, c'est-à-dire une interprétation venant de lui, non, on ne va pas interpréter la Constitution à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale représente le peuple. Donc, quand on se retrouve devant l'Assemblée nationale, ce sont les questions que nous, les 30 ou 25, 29 millions d'habitants, nous ne pouvons pas nous retrouver à l'hémicycle pour poser directement, que l'Assemblée nous représente. L'Assemblée est comme la boîte aux lettres entre le gouvernement et le peuple. Donc, elle nous représente. Donc, quand quelqu'un se explique la Constitution devant l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il est en train d'expliquer ce qui concerne nos lois et ce qui est établi, dont on doit comprendre à travers l'Assemblée nationale. Non, le ministre garde des Sceaux. Déjà, le ministère qu'il occupe a une importance fondamentale. On parle de la justice. Et dans un pays, on parle de répartition de pouvoir. Ça veut dire le pouvoir, celle qui est occupée par le président, celle qui est occupée par l'Assemblée nationale et celle qui est occupée par la justice. Et il y a des gens qui viennent, ils minimisent les paroles du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Que non, c'est son avis. Non, ce n'est pas son avis. Hein. C'est ce qui est écrit, les textes de loi qui sont régis dans la Constitution, qui vient expliquer au peuple à travers l'Assemblée nationale. Non, il ne faut pas prendre ça comme si c'est son avis à lui. Non. Parce que nous tous, nous les 29 millions, ou ceux qui sont aptes à voter, les 8 ou 9 millions, on ne peut pas se retrouver dans un espace pour lui poser la question. Donc, on confie nos questions aux députés. C'est eux qui sont censés nous représenter. Voici pourquoi ils sont payés. Maintenant, revenons à M. Ibrahim Sissé Bakongo. M. Ibrahim Sissé Bakongo, qui fait partie de ceux qui ont pensé cette constitution. Mais nous sort l'article 183. Bon, qui sommes-nous pour venir dire que l'article 183 remet le contraire à zéro? Vous avez vu ça où? Moi, je me pose toujours cette question. Parce que ce soit dans les livres religieux, quand on donne comment on appelle ça, un passage biblique, c'est une parenthèse, hein, je ne veux pas indexer les religieux. Pour pouvoir apporter un démenti à ce verset, on apporte un autre verset. Donc, si vous voulez apporter un démenti à l'article 183, fouillez dans la Constitution. J'ai posé la question on a répondu. Qui met en porte-à-faux, et ça, je suis toujours dessus. Le problème, c'est que la spéculation, c'est quand même, c'est honteux. Parce qu'un seul article qui met en porte-à-faux l'article 183, ça n'existe pas. En tout cas, de l'ancienne constitution à la nouvelle constitution, ça n'existe nulle part. Monsieur Croc, j'espère que vous aurez au moins le courage de répondre à cette question. Donc, parce que depuis tout quand on est face à la constitution et qu'on est face au Conseil constitutionnel, le problème, parce que j'ai écouté des gens ici dire que non, c'est le président qui... Non, même si c'était le peuple même qui nous met, ce n'est pas la nomination le problème. Le problème, c'est est-ce que ceux qui sont au Conseil constitutionnel vont dire la loi? C'est ça le problème. Le problème là. Parce qu'au Conseil constitutionnel, on s'appuie sur la loi. Et on essaie de dire la loi. C'est ça le problème. Est-ce que le Conseil constitutionnel, qui sait que la nouvelle constitution ne remet jamais le compteur à zéro, elle n'est pas en porte-à-faux avec l'ancienne constitution, est-ce qu'elle peut nous dire qu'un article de la constitution permet au président actuel d'être candidat? C'est ça le véritable problème. Donc, si le Conseil constitutionnel se dédie,
Mais c'est qu'on n'a pas de constitution. Ce n'est pas une question de Mme Chantal Kabara, c'est une question de loi. Est-ce que les lois qui sont dans la constitution sont rétroactives? Est-ce qu'on peut remettre les lois là, c'est-à-dire sur la table, et venir les expliquer, donner une autre explication vis-à-vis de ce qui est écrit? C'est ça le problème. Sinon, ce n'est pas changer M. Francis Vanga Vaudier qui est le problème. Pour mettre Jacqueline Noble, ça a été fait. Mais est-ce que c'est ça le problème? Ce n'est pas changer les personnes qui sont au Conseil constitutionnel qui est le problème. Le problème, c'est le respect des lois qui sont régies dans cette constitution-là. C'est ça le problème. Donc, tant qu'on va spéculer autour de ça, mais on va se retrouver avec des personnes qui ne vont pas faire le travail vis-à-vis du peuple, mais qui vont faire le travail vis-à-vis de leur nomination. C'est ça le véritable problème. Donc, quand vous venez défendre la Constitution, et que vous soyez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, déjà quand vous parlez de citoyenneté, je ris. Vous parlez de nom des fonctionnaires qui peuvent travailler au nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ça me fait rire. Parce que pour que tu puisses travailler à l'extérieur ou à l'intérieur, pour que tu sois reconnu comme citoyen ou non citoyen, mais c'est grâce à la constitution du pays où tu sièges. Ça veut dire que tu sois en France, c'est en fonction de la constitution et des lois établies en France qui vont faire de toi un citoyen français ou un non-citoyen français. Mais pourquoi chez nous, ce qui peut faire, ce qui est l'émanation même de toutes les lois chez nous est un problème. C'est ça le problème. Parce que c'est bien beau de citer la France, dit non, le président a eu la nationalité ou pas, montre-nous un article qui a fait de lui un Américain ou pas. Mais pourquoi on te montre l'article là? L'article là, que ce soit un article de loi, comment on appelle ça, qui est d'ailleurs, aucun article de loi ne peut être en dehors de la Constitution. Voilà. Donc, c'est la Constitution de chez eux. Ce sont les instances, les institutions fortes de chez eux qui font qu'aujourd'hui, on est assis ou vous êtes assis là-bas, vous avez la facilité de dire que oui, en Europe, c'est comme ça, mais oui. C'est le respect des lois qui fait qu'en Europe, quand tu arrives, tu sais comment marcher. Mais pourquoi chez nous, ce qui est la loi la plus suprême dans notre pays, mais on la bafoue et puis on a des Ivoiriens qui viennent, ils font comme si la Constitution c'était juste une lettre. Il faut venir la lire et puis l'interpréter comme bon te semble. Non. L'article 35 de l'ancienne Constitution, parce qu'auparavant j'avais mis en bas, quand vous étiez en train de débattre, j'ai mis en bas l'article loi numéro 2000-513. Et M. Blessing m'a demandé de faire ma demande. Je l'ai fait expressément pour vous dire que la Constitution, vous êtes en train de vous battre dessus là. Mais allez regarder la Constitution de 2000, où tous ces politiciens étaient assis et ils ont voté, ils étaient d'accord. Pourquoi on passe au référendum sous Guy Robert? Maintenant, quand vous regardez l'ancienne Constitution, qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle Constitution? L'article 35 de l'ancienne Constitution se retrouve à l'article 55 de la nouvelle Constitution. La seule chose qui a changé dedans, c'est le « et ». C'est-à-dire, pour être président, il faut que ton père et ta mère soient d'origine ivoirienne. Aujourd'hui, dans la nouvelle Constitution, comme par miracle, le président qui nous a montré son passeport, c'est bien, ou le passeport de ses parents, je suis content, qui nous a dit même le nombre de voyages effectués, tamponné dans le passeport de son père. C'est aussi extraordinaire, c'est beau. L'ancien passeport de son grand-père maternel, ça, je suis content. C'est bien beau, j'ai écouté la vidéo. Mais comment se fait-il que le plus ivoirien vient au pouvoir au détriment des non-ivoiriens, ou le plus ivoirien que les autres ivoiriens viennent au pouvoir, et l'article dont lui-même il était assis, il était d'accord, l'article 35 qui dit pour être président, il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens d'origine. Il vient, il saute les et, le plus ivoirien, il met le ou. C'est-à-dire pour être ivoirien maintenant, ou pour être président, pardonnez, il faut que ton père ou ta mère soit ivoirien d'origine. Pourquoi? Expliquez-nous. Moi, on me dit que oui, je viens de l'Ouest. Ok. Pour être chef du village à l'Ouest, il faut que mon père et ma mère soient de l'Ouest. J'ai combattu, j'ai fait le tour du monde pour prouver aux gens que je suis un autochtone de l'Ouest. J'arrive et je change l'article. Je dis, pour être chef du village, il faut que mon père ou ta mère soit de l'Ouest. Mais j'ai un problème là. Il faut que j'arrive à expliquer aux gens. Mais ça, on passe dessus. C'est pour vous dire que l'article 35 d'avant, c'est retrouvé à l'article 55 aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est le « et » qui a sauté, qui est devenu « ou ». Maintenant, on se retrouve avec tout ce que vous parlez. J'ai entendu des gens, M. Ben 6, sur un autre panel, où j'étais avec lui, il me dit que M. Laurent Gbagbo est rentré et que aujourd'hui, il touche sa viage, comment on appelle ça, la somme qu'il devrait toucher, ils vont parler en français terre à terre, la somme qu'il devrait toucher pour le fait qu'il a occupé un poste en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est écrit dans la Constitution. C'est-à-dire que même le président Adoki, il ne soit pas président aujourd'hui, il va toucher ça. Ça, que tu l'aimes ou pas, c'est régi dans la Constitution. Ce n'est pas une question de Gbagbo ou non.
Donc, ma question pour chuter, M. Ben 6 et M. Grok, je pense que vous êtes franchement calés. J'aimerais avoir un éclaircissement aussi total. Donnez-moi un seul article. Je répète, un seul article, parce que je ne veux même pas vous emmener à l'article 184. Hein. Là-bas même, c'est grave. Donc, on va rester à 183. Qui met en porte-à-faux l'article 183 qui permet au président de candidater pour la 4e fois. En tout cas, ça va m'apporter un éclairci. Je vais au moins ajouter quelque chose à ma petite intelligence. Donc, c'est là que je me limite. Ok. Merci, camarades syndicats. Avant de passer la parole à Ben, voilà, je voulais aussi rapidement éclaircir que en 2020, lorsque le président voulait annoncer sa candidature, en aucun cas, en aucun moment, il a dit que la Constitution lui permettait d'être candidat. Voilà, il a juste dit que c'était le cas était un cas de force majeure. Voilà. Et puis, vous n'allez pas venir me dire sur ce panel qu'un économiste est mieux placé pour nous expliquer la Constitution que les juristes. Parce que c'est ce que Bakongo est venu dire après, que le président, je crois, son discours n'est pas dit ce qu'il a dit là, c'est encore là. Mais en conclusion, il voulait nous faire croire que Alassane connaissait mieux la Constitution que tous les experts réunis. Voilà, donc moi je ne sais pas dans quel pays on est. Et aussi quand Djoumani dit que lui il a quitté Bédié parce que il ne voulait pas, et parce que le président Bédié ne faisait pas la promotion de la jeunesse, ne voulait pas mettre les jeunes au devant du parti, et qu'aujourd'hui il est en train de soutenir un 4e mandat. Moi je crois que pour être simplement abruti, il faut prendre ta carte du RHDP, parce qu'il n'y a rien de chose. Voilà, même Amontano aussi ne fait pas l'exception, hein. Quelqu'un qui a décrié, qui a crié sur tous les toits ici, aujourd'hui encore, il revient au restaurant. Donc, tous ces résultats-là, moi, je ne sais pas à quoi. Moi, j'ai un peu la peine quand les jeunes frères comme moi viennent défendre une personne qui est en train de violer nos tests, et puis demain encore, ces personnes-là vont venir, quand d'autres personnes vont commencer à violer, ces personnes-là vont venir dire non, ils sont en train de violer. Il faudrait qu'on ait le courage de combattre aujourd'hui la violence de nos tests, et puis demain, on aura au moins un mot à dire quand les autres vont parler de ça. Donc, Sisben, je crois que les questions que le syndicat a posées, il faut avoir le courage de répondre au moins avant de dire ce que tu as envie de dire. Merci. Non, merci, Blessing. Déjà, tu avais posé une question, tu avais fait une motion. Tu dis en quelle année on est rentré sur la 3e République. Voilà, bon, c'était en 2016, mais c'est que j'essaie de te faire comprendre la mise en place des institutions vis-à-vis de la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? On a vu tout de suite le syndicat et même le KIMS, je sais pas, qui est descendu. Et ils ont tout de suite sauté les articles 181, 182. Ils sont toujours bloqués sur l'article 183. Et il dit 184, c'est encore grave. Non, il n'y a rien de grave dans l'article 184. Voilà, l'article 181 nous dit quoi? C'est les dispositions qui permettaient non seulement à l'État de continuer, voilà, donc la continuité législative. On dit article 181 jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Quand on parle d'institutions là, il y a aussi la présidence de la République là-dedans. Donc, quand on continue ça, on dit quoi? L'article 180, en attendant la mise en place du Sénat, parce qu'il y avait de nouvelles institutions à mettre en place, en attendant la mise en place du Sénat, les attributions du Parlement sont exercées par l'Assemblée nationale. Le mandat de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution, expire à la fin de l'année 2016. Le mandat du Parlement élu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution s'achève en décembre 2020. Donc, tu voulais avoir plus de précision. Donc, je te donne cette date-là. Donc, tu as vu, ils ont cité 2016, mais ils ont aussi cité 2020. Pour dire quoi? Et si tu veux, le test nouveau qui est article nouveau de la Constitution 59, les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. Donc, quand on vous dit que, bon, on sait que on a eu un référendum en 2016. La mise en place maintenant, selon vous, hein, parce que si on veut suivre votre logique, vu qu'on a eu le Sénat avant 2016, vu qu'il y a eu la Chambre des rois avant 2016 et autres, donc on était déjà sous la Nouvelle République et il fallait forcément qu'on ait une élection présidentielle. C'est pas ce que dit la loi. Voilà, c'est pas ce que dit la loi et c'est pas comme ça qu'on a dit, et nos constitutionnalistes, c'est pas ce que les Ivoiriens sont allés voter. Donc, quand on a fini de dire ça, nous on pose tout simplement cette question-là à ceux qui disent non, Alassane Ouattara ne peut pas se représenter. On dit, on était sous quelle république? De 1960 jusqu'en 2010. Donc il est clair, et puis citez-nous les présidents qui ont eu à exercer sous ces républiques-là. Maintenant, les gens qui nous disent non, que quand il y a une nouvelle constitution, ça ne veut pas forcément dire qu'on est sous une nouvelle république là. Mais on peut vous citer des exemples.
Même la 5e République de la France, c'est après une révision constitutionnelle et un référendum. Il y a le cas du Comore. Il y a le cas aussi de quel pays. Il y a des pays qu'on peut prendre en exemple. Ouais, donc aussi, c'est un mécanisme aussi de pouvoir changer de république. Et puis est-ce que tu peux me prendre des exemples aussi des présidents là-bas qui ont fait, quand après le changement de cette constitution, ils ont présenté leur candidature après leurs 2 mandats? C'est pas ce qui est recherché ici. En France, bien sûr. Sinon, on peut te citer des personnes qui ne sont même pas allées à un référendum, qui ont juste Bon, modifié la moi, je ne suis pas en constitution. France, mais ceux qui sont en France disent que tu mens, je ne sais pas. J'ai dit, non, c'est Blondie. Il est en train de mentir. C'est Blondie qui parle. Qui est en train de mentir, je ne comprends pas. Même en bas, on dit que tu mens. Pour la France? Qu'il ment, donc c'est la vérité, c'est ça. Je comprends pas. Ah, ok, mais non, il y a eu la En révision France, constitutionnelle même, de De Gaulle. qu'il n'y ait pas eu de mandat, il n'y a aucun président français depuis la Première République qui a fait 2 mandats. Il n'y en a aucun. Vous ne pourrez pas trouver un président de la Dis République de quoi? France depuis la Première Je te République. parle de l'avènement de la 5e République française. Elle s'est faite à travers une révision constitutionnelle présentée par le général de Gaulle. Il me dit, on parle de république, on n'est pas en train de parler de candidature. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la 4e et la 5e? J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement de république? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le régime de la 4e République? J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement de république Non, je à travers demande. une révision constitutionnelle? C'est ce qu'on dit. Donc, c'est même au micro. Voilà, c'est l'explication qu'on donne. Voilà, même, prends le cas du Comore, alors. Qu'est-ce qui s'est passé là? On n'est pas en train de débattre de la politique française. Blessing. Le problème ici, c'est que nous disons tout simplement qu'il y a eu un changement de république en Côte d'Ivoire. Et le président de la République aujourd'hui, il part solliciter les Ivoiriens pour le second mandat de la 3e République. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est constitutionnel. Voilà pourquoi on dit rien n'a changé. Attends, la France même que tu prends un exemple là, Macron a combattu le 3e mandat. Tu sais ça au moins? Quel 3e mandat? Le 3e mandat là. Quel 3e mandat? C'est-à-dire en 2020 là. Il a combattu le 3e mandat, Macron. Oui. C'est ça ce que tu dis. Oui. Bon, laisse-moi parler. Je pense que c'est pas. 6 Ben. Je vais revenir. On n'est pas des affidés. Écoute, non, laisse-moi. Je veux que tu reviennes. Excuse-moi, je vais te revenir. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé entre la 4e et la 5e République? Ça a été quoi? J'ai dit, il y a eu une révision constitutionnelle en France. Il n'y a pas eu de nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu parles de révision constitutionnelle. Oui, il dit, il y a eu une révision Donc constitutionnelle. en France, entre la 4e et la 5e, il n'y a pas eu de nouvelle constitution. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais révision constitutionnelle, là, ça veut dire quoi? À travers un référendum, en 58, il faut aller vérifier. Une révision constitutionnelle, c'est-à-dire que la constitution, elle est là, et puis on change quelques articles. Une nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'on abroge l'ancienne constitution, et puis on dit qu'il y a une nouvelle constitution. C'est ça la différence. Non, c'est pareil. Pour changer de constitution, c'est à travers une révision constitutionnelle. Je ne sais pas ce que tu veux essayer de faire. Monsieur Bensis, s'il te plaît, il faut fermer mon micro, on va parler. Je parle de changement de république. Ce n'est pas vrai. Mais ce que tu dis aussi n'est pas vrai. Tu n'as pas la science infuse. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Et tu peux aller faire des recherches là-dessus. Voilà, la 5e République en France s'est opérée après une révision constitutionnelle par référendum. Voilà, les Français ont voté, ils sont passés à la 5e République. Tu peux aller aussi voir le cas du Comore. Voilà, c'est à travers une révision constitutionnelle que les Comoriens sont passés à une autre république. Maintenant, nous nous posons la question simple, un blessing. Nous disons ce que Bakongo a dit, là, il n'a pas menti. Mais est-ce que dans la nouvelle constitution, là, on dit qu'un président peut aller au-delà de 2 mandats? Pas du tout. Et ils n'ont pas dit de 2 mandats. On lui a demandé est-ce que le président pouvait se représenter. Il a dit pour non. Pour un 3e mandat, c'est ça, non? Pas pour un 3e mandat. On lui a... C'est ce qui a été dit. Si tu as l'élément, tu peux faire jouer. Il peut se représenter, il a dit non. Je te présente une vidéo. Et déjà même, non, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Laisse-moi chuter là-dessus en 10 secondes. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Laisse-moi chuter là-dessus en 10 secondes. Le président de la République, lors d'un entretien avec une journaliste ou un journaliste, je sais pas, quand il se prononçait sur la présidentielle de 2020, il avait dit, lui-même, il y renonçait, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'était empêché de le faire. Donc, il avait la possibilité de se présenter. Le président lui-même l'a dit. Si tu veux, on va te faire sortir aussi cet élément. Hein, oui, je vais te présenter. Comme tu es en train d'insister qu'ils ont parlé de 3e mandat, je vais te dire qu'ils n'ont pas parlé de 3e mandat. Ils ont parlé de ce... Attends, je te montre. Mais c'est toi qui as posé la question en parlant de 3e mandat. Oh, tu dis quoi? Franchement, vous avez du mal. Mais c'est toi qui as posé la question. Tu dis qu'il ne pouvait pas faire de 3e mandat. C'est pas ce que tu as dit? Oui, maintenant je dis, M. Cissé Bakongo a dit, on lui a demandé est-ce que le président pouvait se représenter pour un autre mandat. Il a dit non. Maintenant, on a dit est-ce que le président allait se présenter. Le président a dit non. Il faut jouer la vidéo et puis après on va commenter derrière. Voilà, vas-y. Ok. Il va aussi faire jouer la vidéo du président lui-même, le concerné.
J'arrive, je veux tourner ma caméra là. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ok. Oh. C'est la vidéo avec Philippe Dinassira. Voilà. Ok. Mais c'est clarifié. Il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, Écoutez bien. actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. Ok. En aucun moment, ils ont parlé de troisième mandat. Voilà. En aucun moment, ils ont parlé de troisième mandat. Il a juste Non, dit... c'est la question que tu as posée. Toi, tu as posé la question. Est-ce que tu as écouté la question posée par le journal? Mais c'est pas grave. Là n'est pas le débat. Blessing. Tu as vu la précision du ministre Bakongo. Il a dit la constitution actuelle. Non, attends, laisse-moi parler. Il a dit la constitution actuelle ne permettait pas au président Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Et il n'a pas dit troisième mandat. Oh. Troisième mandat. Bon, de se présenter troisième fois. Bon, c'est pareil. Bon, je dis... Oui, mais il s'est présenté. Oui, mais il s'est pas présenté une troisième fois. Il a dit de se présenter une troisième fois, c'est pas ça? Mais il s'est présenté une troisième fois ou pas? Bon, je ne comprends pas. Bon, Sisbel, il s'est présenté combien de fois? Il s'est présenté, écoute-moi, voilà, il s'est pas présenté une troisième fois hein, sous la même constitution. C'est ce que le ministre Bakongo essayait d'expliquer. C'est ce que vous explique, vous ne comprenez pas. Et Bakongo, quand il parlait, je pense que Bakongo ne va parlait. jamais devenir une vérité. Écoute-moi, Bakongo il parlait ici devant un journaliste. Il donnait son opinion. Il parlait pas au nom du Conseil constitutionnel. Voilà. Le juge constitutionnel dans notre pays, là, c'est le Conseil constitutionnel. C'est eux qui tranchent. Le juge constitutionnel a dit quoi? Ils ont validé la candidature du président Alassane Ouattara. Selon quel argument? Ils ont validé sa candidature. Selon le fait que nous sommes sous la troisième République. Selon le fait que nous sommes sous la troisième République et que c'est la première candidature du président Alassane. Il a précisé aussi que la nouvelle n'efface pas les anciennes constitutions. Hein. Il a précisé ça aussi. Tu dis que je suis nul, mais jusqu'à la preuve du contraire, il est en train de faire le premier mandat de la troisième République. Mais Blessing, attends, je ne comprends pas. Hein. Papaya. Mais ce que le ministre a dit là, c'est clair. Mais ça n'efface pas. Est-ce que sous la troisième République, là, il y a des possibilités aussi de te représenter 3 fois? Mais c'est pas possible. Sous la troisième C'est République, pareil. juste Sous 2 la troisième mandats. République, personne ne peut se représenter 3 fois. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez. Non, on est tous Ivoiriens. Aujourd'hui, nous tous sommes pris à ce que le pays, notre bien commun qui est la Côte d'Ivoire, puisse vivre en paix. Mais arrêtez de venir prendre des gens pour des imbéciles sur ce panel-là, ou bien pour des abrutis, en fait. Arrêtons ça. En aucun moment, Cissé Bakongo a parlé de troisième mandat. Ils ont parlé d'une troisième. Le monsieur s'est déjà présenté 2 fois. Le journaliste même a insisté que nous sommes dans une nouvelle république. C'est comme si les compteurs sont en zéro. Il a dit non. Si c'est ça là, c'est que ça sera le chaos. Parce que cette nouvelle constitution-là ne lui permet pas de se présenter une troisième fois. Pas faire un troisième mandat. Hein. Une troisième fois. Parce qu'il s'était déjà présenté une fois. Mais Et si on mettait la vidéo de Mamadou Koulibaly qui dit, lui, Mamadou Koulibaly n'est pas juriste. défendu le Mamadou contraire. Koulibaly n'est pas juriste. Non, il ne faut pas faire ça. oui, Mamadou ok. Koulibaly, la vidéo de Mamadou Koulibaly est là. Mamadou Koulibaly a dénoncé. Mais nous tous, personne n'est juriste ici, donc de quoi on parle? Non, je dis. Alors, s'il vous plaît. Donc on clôt le débat. Blessing, organise ton débat et puis après je vais prendre la parole. Ok, de nous. Ok, Monsieur Sisben a fini de parler. On va en même temps profiter pour laisser la parole à Tchele. Tchele, allez-y. Monsieur Tchele. Moi, je voulais monter la première fois parce qu'il y a une question qui avait été posée par rapport, on dit quelqu'un, est-ce que si une personne, un Ivoirien va travailler aux États-Unis, ne travaille pas pour le compte des États-Unis? C'est un peu pour embellificoter un peu tout le monde. C'est pas ce que Alassane Ouattara a dit. Voici ce que Alassane Ouattara a dit clairement. On écoute. Je ne sais pas si vous entendez. Il a présenté même cette vidéo. Même. On n'entend que dalle. Augmentez un peu. Oui, j'ai représenté ce... Alors. Oui, j'ai fait une partie de mes...
alors que mon père exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Nous, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Alors, il dit, oui, il a fait ses études, une partie de ses études en Haute-Volta. Oui, il a représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales et il en est heureux. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que, en tant que national d'un autre pays, on peut représenter un autre pays dans une institution internationale? Maintenant, après, chacun va répondre à cette question. Alors, pour la question du troisième mandat, moi, je dis que c'était un passage en force. Là, on est en train de discuter, bon, c'est juste pour l'avenir. Hein. Moi, je disais hier, justement, à Kaza, que c'est bien de discuter de ça parce que quand les gens vont venir nouvellement proposer des textes, on va être beaucoup plus vigilant pour ne pas que ce genre de texte puisse passer. C'est une faille. Et le Conseil constitutionnel le dit. Le Conseil constitutionnel dit que, comme considérant que dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressis verbis, s'agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l'empire de l'ancienne Constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat. Mais il ne dit pas, il dit que on n'a pas dit que le décompte doit être pris en compte, mais on n'a pas encore dit que le décompte ne doit pas être pris en compte. Voilà, donc les deux n'ont pas été dits. Donc lui, il choisit dans ce vide-là de ne pas donc faire grief au président de la République. Et c'est ça un peu que les juristes font. C'est-à-dire que on va vous dire tout ce qui n'est pas autorisé est permis et tout ce qui n'est pas permis est autorisé. Tout ce qui est autorisé n'est pas permis et tout ce qui n'est pas autorisé n'est pas permis. C'est ce vide-là. C'est dans ça que les juristes. Donc, comment il s'appelle? Cissé Bakongo, dans toute cette prise de position, répondait justement à Mamadou Koulibaly et à Afi N'Guessan, qui disaient que c'était une astuce du président de la République pour pouvoir se représenter. Et on dit que Cissé Bakongo n'est pas juriste. Mais le Conseil constitutionnel dit, considérant par ailleurs que sur cette même question, les leaders politiques avaient par le passé soutenu publiquement que la nouvelle constitution permettait bel et bien au président de la République de solliciter un nouveau mandat. Sans parler de Bakongo qui disait le contraire. Conseil constitutionnel, tu prends une partie, tu dis c'est de l'opposition, tu prends les gens de l'opposition, hein, et puis tu fais la déclaration de leurs paroles. Alors, il dit, et sous ce prétexte, avait combattu le projet de la loi fondamentale pendant la campagne référendaire. Qu'à ce sujet, le référent Afi N'Guessan Pascal avait soutenu publiquement rien dans la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre 2016 n'empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle. Considérant en conséquence de ce qui précède qu'il échait de déclarer mal fondées les requêtes donc de Bidier, d'Afi N'Guessan, et de les rejeter et de déclarer éligible M. Alassane Ouattara. Donc le Conseil constitutionnel ne nous a pas dit qu'il a écrit quelque part qu'on peut faire 3 mandats. Il dit comme c'est pas écrit qu'on doit prendre en compte les mandats, lui il les prend en compte. Voilà. Il ne dit pas aussi que, comme on n'a pas dit qu'on doit prendre en compte, je ne prends pas en compte, mais il prend la partie de dire, comme on n'a pas dit qu'on ne doit pas prendre en compte, moi je prends en compte. Et ensuite, vous savez, ceux qui nous disent que la Constitution est morte, et que elle ne produit plus d'effet dans la nouvelle Constitution, je vais vous lire, ici une décision du Conseil constitutionnel, je l'avais ouverte, mais je l'ai fermée. C'était, c'était par rapport à l'Assemblée nationale. Alors, là, je prendrai peut-être un autre tour de parole quand je vais retrouver pour le faire. Ce que je vais pouvoir dire, c'est que, de façon légale, le président de la République n'avait aucun droit de faire une nouvelle constitution. La constitution elle-même donne les modalité de sa révision, mais pas de sa mort. C'est pour ça que je disais à Sisben qu'une révision constitutionnelle, ce n'est pas la même chose que annuler une constitution et puis en faire une nouvelle. Donc ça a été un passage en force. Et voilà. Dans les motifs, ils disent qu'on passe à une nouvelle constitution. Qu'est-ce que dit le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel dit que, attendez, je vais voir ici. D'accord, sur le plan juridique, ils ont parlé ici. Juridique, excusez-moi, je vais.
Vice-présidence. Vice-président. Alors, voilà. Alors, il dit, considérant, s'agissant du dispositif légal, que le nombre et l'ampleur des modifications intervenues qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire confirment effectivement la volonté d'instauration d'un nouveau pacte social. Considérant ainsi que le pouvoir exécutif compte désormais un vice-président aux côtés du président de la République. Alors, la vice-présidence, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense qu'il y a certains qui le savent, a été instaurée en Côte d'Ivoire en 1980 sans changement de République. On repart. Considérant qu'au niveau du pouvoir législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme, que par ailleurs la fonction parlementaire est désormais réglementée par un statut, que tous ces éléments renforcent le pouvoir législatif et partant la démocratie. Le Sénat a été instauré en Côte d'Ivoire par une réforme constitutionnelle de 1998 sans changement de République. Considérant qu'au niveau du pouvoir législatif, considérant s'agissant du pouvoir judiciaire que la nouvelle constitution a effectivement consacré le démantèlement puis la suppression de la Cour suprême et son remplacement par la Cour de cassation et le Conseil d'État après la mise en place de la Cour des comptes, de même que le président de la République a cédé son poste de président du Conseil supérieur de la magistrature et un magistrat hors hiérarchie en fonction à la retraite. Le démantèlement de la Cour suprême a été institué dans la constitution de la réforme constitutionnelle de 1998 sans changement de République. C'est cette constitution-là qui a été annulée par Guy Robert et qu'on a fait la constitution de 2000. Mais le texte que je vais chercher tout à l'heure et que je vais montrer, c'est que pour l'article 183, la constitution, la législation actuellement en vigueur, vous connaissez tous le texte. Le Conseil constitutionnel lui-même dit que pour un aspect, parce que le président de l'Assemblée nationale allait poser une question sur la constitutionnalité de leur règlement intérieur et la constitution de 2000 le disait, la constitution de 2016 n'en parlait pas. Donc, il est allé chercher dans la constitution de 2000, parce qu'il a écrit, et je vais donc retrouver le texte et vous le relire, il a écrit clairement que la législation actuellement en vigueur est l'article 95 de la constitution de 2000. Donc, on peut avoir une législation en vigueur, si elle n'est pas contraire, donc, ou du moins, il n'y a pas de texte nouveau par rapport à cette constitution, on peut aller chercher dans la constitution de 2000. Et concernant le nombre de mandats du président de la République, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est rééligible une seule fois. Point. Rééligible, il ne peut être rééligible une seule fois. Et pour terminer, on nous dit que c'est la nouvelle constitution qui annule des mandats. Ce n'est pas vrai. C'est la façon dont c'est écrit. C'est juste ça. Et vous avez bien vu la pirouette du Conseil constitutionnel. Parce que si dans l'ancienne constitution, c'était écrit nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie, et que dans la nouvelle constitution, c'était encore écrit nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie, le fait qu'on ait une nouvelle, une ancienne, une renouvelle n'aurait pas changé la situation des mandats. Donc, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'être vigilant sur les textes qu'écrivent les gens et qui vous présentent. Parce que Bakongo va venir vous proclamer il est passé sur 5 plateaux télé. 5. C'est pas un seul plateau télé. Ce que tu as montré, c'est un élément. Il est passé sur 5 plateaux télé. Oui, j'ai d'autres vidéos même, mais c'est ça au moins. Voilà, il est passé sur 5 plateaux télé pour dire que les opposants font des gorges chaudes sur la question. Ils connaissent rien du tout. Ils ne connaissent rien. Le président a dit. Ce qui les a anéantis, ça a été la mort prématurée de Amadou Gon Coulibaly. C'est tout ce qui leur a fait faire un revirement. Ils n'avaient pas prévu, et effectivement, on ne pouvait pas prévoir que Amadou Gon Coulibaly décède, mais Amadou Gon Coulibaly, en 2020, son décès en juillet, a chamboulé tout leur dispositif, et c'est là où leur mauvaise foi s'est mis en branle. Parce que même Mamadou Touré, il allait sur les plateaux de télé pour dire que eux, au RHDP, ils ont prévu la succession et qu'il y a une équipe qui est là et chacun, en ce qui le concerne, peut être le porte-flambeau de cette équipe. Alassane Ouattara a travaillé à sa succession. Donc tout ce qu'ils racontent aujourd'hui là, c'est de la mauvaise foi. Ils vont vous chercher à penser qu'ils vont pouvoir vous convaincre, ils ne pourront pas vous convaincre. C'est juste des arguments. C'est comme le gars, sa femme l'attrape comme Boïri et il raconte plein d'histoires. Mais on connaît la vérité. Alassane Ouattara a fait un passage en force pour pouvoir être candidat en 2020 et candidat en 2025. Et bizarrement, eux tous, ils s'endossent maintenant sur le Conseil constitutionnel. Exactement. Pourtant, ils ont été contre la décision du Conseil constitutionnel, du moins de la Cour suprême,
en 2000, qui excluait Alassane Ouattara, ils disent qu'il n'a pas dit le droit. Donc, ça veut dire qu'un juriste d'une institution de la République peut ne pas dire le droit. Donc, nous, on est légitime pour dire qu'un conseil constitutionnel peut aussi ne pas dire le droit. Voilà, ne venez pas aujourd'hui parce que c'est vous qui avez nommé le président du conseil. Yaoundé, non, on le dit fièrement et on l'assume. Yaoundé n'a pas respecté le code électoral. Yaoundé n'a pas respecté le code électoral. Le code électoral, lui, disait, s'il y a des troubles graves, il faut annuler l'élection. Il n'a pas annulé l'élection. C'est un éminent juriste, Yaoundé. Il est constitutionnaliste aussi, Yaoundé. Il est professeur titulaire, Yaoundé, de droit. Mais il n'a pas respecté le code électoral parce que, justement, il y avait tous ces bisbilles. Et c'est parce qu'il n'a pas respecté le code électoral que Choi s'est permis d'outrepasser son mandat. Parce que les gens sont venus nous dire non, l'ONU était au-dessus, jamais de la vie. Choi même dans son texte il est public le texte sur Internet, vous tapez certification certification du deuxième tour d'élection présidentielle, en son point 12 ou 13, Choi dit, le Conseil constitutionnel ils ont expliqué, et puis à la fin il dit, la question qui se posait à ce moment-là, c'était de savoir est-ce que nous devions nous plier aux décisions du Conseil constitutionnel. Mais si c'était clair depuis, il n'allait pas se poser la question. Donc, comme le Conseil constitutionnel a dit quelque chose avec quoi il n'était pas d'accord, en point 14, il dit, j'ai analysé moi-même les PV. Depuis quand le représentant de l'ONU, si on lui avait demandé d'analyser des PV? À quel moment? C'est demandé. Ça n'a jamais de la vie, c'est faux. Si tu veux, on va le dire ensemble. On va dire ensemble le rapport du représentant de l'ONU. J'ai dit 6 Ben. J'ai dit, monsieur Tchélé, écoute aussi, il faut écouter. Attends, j'ai 6 Ben. Une certification, ça sert à quoi? Ça sert une certification n'analyse pas. Voilà, c'est l'élément non, mais qui est là. comment tu peux certifier si tu n'analyses pas? Il faut certifier que le processus, s'il vous plaît, les 5 étapes. C'est quoi le processus? Alors, donc tu ne les connais pas? Pose la question. D'accord, je vais te les dire. Je te permets de te contredire toi-même. Non, je ne me contredis pas. Le processus, là, il y a l'annonce des résultats, non? Ou bien ça ne fait pas partie? Attends, s'il vous plaît, attendez, on va faire un truc très simple. Oh, il dit que non, on va faire un truc très simple. Certificat des élections. Non, laisse-moi lire. Non, tu as trop parlé. J'ai ça aussi sur moi ici. Non, attends. Mais on va lire aussi. Il faut lire et puis faire ton commentaire après. On va aussi interpréter. Vous avez parlé depuis, moi je viens d'arriver. C'est ma première prise de parole. Donc je vais terminer et puis on va aller. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 1765-2007, m'a confié le mandat de certifier que toutes les étapes du processus électoral fourniront toutes les garanties nécessaires pour la tenue d'élections présidentielles et législatives ouvertes, libres et justes et transparentes conformément aux normes internationales. À cet effet, j'ai développé en consultation avec les parties prenantes les 5 critères cadres pour la certification qui ont par la suite été consignés au paragraphe 32 du 16e rapport du secrétaire général des Nations Unies sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Ces critères définissent un large cadre de référence qui me permet de déterminer si, premier point, un environnement sécurisé a prévalu au cours du processus électoral et permis la pleine participation de la population et des candidats à ce processus. B, le processus électoral est inclusif. C, tous les candidats ont accès équitable aux médias d'État et si ces derniers sont restés impartiaux. D, les listes électorales sont crédibles et acceptées par toutes les parties. E, les résultats des élections sont déterminés à l'issue d'un processus transparent et accepté par tous ou contestés de manière pacifique par les voies appropriées. En ce qui concerne la liste électorale définitive, je l'ai comme prévu certifiée le 24 septembre 2010 au cours d'une conférence de presse au siège de l'ONUCI. En ce qui concerne le résultat du premier tour des élections présidentielles du 31 octobre 2010, sur la base des 5 critères cadres pour la certification ainsi que la base du mandat qui m'a été confié, j'ai dûment certifié le 12 novembre 2010. En ce qui concerne la campagne pour le second tour, en dépit de quelques incidents parfois violents et de perturbations isolées, la campagne s'est globalement déroulée dans un climat démocratique. Le débat télévisé entre les 2 candidats, jeudi soir en particulier, a été unanimement salué comme exemplaire et même exceptionnel. Cependant, l'après-midi du 27 novembre a été marqué par une manifestation de la jeunesse de l'opposition à Bobo contre l'instauration du couvre-feu
qui a dégénéré en une confrontation avec les forces de l'ordre, entraînant l'incendie d'un véhicule de police et 3 morts parmi les manifestants. Ainsi, le vote de dimanche s'est ouvert dans une atmosphère de tension et de passion, en dépit de l'environnement qui l'a précédé et en dépit des incidents, parfois violents à l'ouest et dans le nord du pays. Le second tour de l'élection s'est également déroulé dans un climat généralement démocratique. L'ONUCI a été encouragée de noter que sur les 5 axes d'observation qu'elle a établis, les représentants de tous les candidats étaient présents dans les bureaux de vote. Concernant les médias d'État, contrairement à la période précédant la campagne électorale où les couvertures de l'activité politique des différents candidats par la RPI étaient déséquilibrées, les médias du service public durant la campagne électorale et sous la supervision des organes de régulation ont en général garanti un accès égal aux différents candidats en compétition. Par ailleurs, conformément aux recommandations du Conseil national de la communication audiovisuelle CNCA, les télévisions et stations de radio émanant au Nord ont d'une manière générale synchronisé leur programme avec la RTI pendant toute la durée de la campagne électorale. De même, le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, sous la supervision du Conseil national de la presse, a offert un espace égal à tous les candidats. Par ailleurs, il est à noter que la plupart des principaux partis politiques disposent de leurs propres journaux affiliés et ont joui d'une totale liberté de presse avant, pendant et après l'élection. En ce qui concerne la proclamation des résultats du second tour par la CEI le 2 décembre 2010, je rappelle qu'au premier tour, les résultats partiels avaient commencé à être diffusés dans la soirée du 2 novembre. Comme la publication officielle a commencé 2 jours après le scrutin, des tensions et des spéculations avaient été notées à travers le pays. À cet égard, au cours d'une conférence de presse tenue le 4 novembre, j'ai invité la CEI à œuvrer, à réduire le temps d'attente dans les consultations à venir en vue d'éviter les spéculations et les tensions créées par la non-publication à temps des résultats de la CEI. L'ONUCI a réitéré sa disponibilité à fournir tout son appui à la CEI à cet égard. Malgré mon appel à la CEI pour qu'elle programme promptement les résultats provisoires du 28 novembre 2010, la CEI a été incapable de le faire sans retard en raison de divisions internes. Ces divisions internes ont été exacerbées lorsque les forces de sécurité ivoiriennes ont renforcé leur protection au siège de la CEI à partir du 30 novembre au matin. Ceci a conduit à la fin. Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a annoncé les résultats provisoires du second tour dans l'après-midi du 2 novembre 2010 à l'hôtel du Golfe. Les taux de participation a dépassé la barre de 81%. Le candidat Alassane Ouattara a obtenu 54,10%. Le candidat Laurent Gbagbo obtenant 45,90%. Le Conseil constitutionnel a immédiatement réagi à cette proclamation du président de la CEI dans l'après-midi du 2 décembre 2010. Le président du Conseil constitutionnel, M. Paul Yaoundé, a déclaré que la proclamation de la CEI était nulle et de nul effet, car la CEI avait dépassé les limites légales de 3 jours qui étaient imparties pour donner les résultats provisoires. Le président du Conseil constitutionnel a ainsi proclamé le 3 décembre 2010, suivant cette proclamation, le candidat Laurent Gbagbo aurait obtenu 51,45% et le candidat Alassane Ouattara 48,55% avec un taux de participation de 71,28%. Le second tour de l'élection présidentielle s'étant globalement déroulé dans une atmosphère démocratique comme l'ont indiqué toutes les missions d'observation crédibles, il faut noter que j'ai implicitement certifié le déroulement du second tour lors d'une conférence de presse tenue le 29 novembre 2010. Ainsi, la proclamation des résultats définitifs par le président du Conseil constitutionnel avec l'annulation de vote dans 9 départements du Nord qui donne la victoire du candidat Laurent Gbagbo peut seulement être interprétée comme une décision ne correspondant pas aux faits. Donc, il nous dit qu'il a certifié le second tour le 29 novembre 2010. Et là, le point 13, c'est là où ça commence à être intéressant. La seule question qui demeure est de savoir si l'ONUCI est tenu de se plier au verdict du Conseil constitutionnel, quelles que soient les circonstances. La réponse à cette question devait tenir compte du fait que le gouvernement ivoirien a accepté le rôle de certification du représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Point. Voilà. C'est ce que tu n'avais plus. Ok, non. Voilà, poursuis. Mais attends, est-ce qu'il a fini? Il n'a pas fini. C'est moi qui ai amené ce document. Comme cela, ils sont excités surtout. Quand ils voient un point qui les arrange. Si je ne connais pas ce document, c'est moi qui ai sorti ce document. Tu me dis quoi? Si toi tu as une non, tout le monde a ce document là. Non, je dis, Sisben, sur TikTok ici là,
sur TikTok ici, là, c'est moi qui ai sorti ce document et puis on commence à discuter de lui. Sinon, il avait été oublié. Si aujourd'hui tu discutes de lui, pas d'aujourd'hui, hein, il y a au moins 2 mois qu'on est en train de discuter de TikTok que j'ai sorti ce document. Avant ça, vous ne discutez pas de ce document de certification. Vous avez toujours dit que Choi était au-dessus de la Constitution. C'est tout ce que vous disiez. Donc, point 14. En tant que certificateur des élections ivoiriennes, j'ai procédé à l'évaluation et à l'analyse de tous les procès-verbaux transportés par l'ONUCI et reçus de la CEI. Même si toutes les réclamations déposées par la majorité présidentielle auprès du Conseil constitutionnel étaient prises en compte en nombre de procès-verbaux et donc de votes, le résultat du second tour de l'élection présidentielle tel que proclamé par le président de la CEI le 2 décembre ne changerait pas, confirmant le candidat Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. En tout état de cause, je dis, un esprit éclairé, un esprit lucide ne peut pas dire que l'ONUCI n'a pas outrepassé son mandat. Dans tous les 5 points qu'on a dit, ils sont... Il faut me dire là où est-ce qu'il a dit, se poser la question de savoir s'il était au-dessus de la Constitution, du Conseil constitutionnel. Laisse-le citer les 5 Moi, je dis. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux quelque chose et puis tu veux expliquer autre chose. Les 5 critères. Non, on t'a écouté. Non, si, mais je vais terminer. J'ai lu, je fais mon analyse. Ok, vas-y. On n'est pas en train de se battre. C'est pas une bataille. C'est pas une bataille pour savoir qui a raison. Il pense qu'il a mieux compris que qui même. Ce n'est pas une bataille pour savoir qui a raison. Il s'est déjà fait. On est en train de faire le débat pour l'avenir. C'est déjà fait. C'est pas une question de partisans. Demain, il peut y avoir la situation, il faut qu'on la clarifie. Alassane Ouattara va faire son 4e mandat, il n'y a même pas de doute dessus. Moi, il n'y a même pas de doute dessus. Je ne suis même pas en train de parler de ça. Je ne suis pas en train de dire non, il va faire. Si Alassane Ouattara veut rester président qu'à sa mort, il restera président qu'à sa mort. Rien ne va arriver en Côte d'Ivoire. Rien du tout. On ne fait pas comme si on est en train de. On parle de lucidité, il faut être lucide. Le gars, il vient, il dit. La seule question qui demeure, mais si une question demeure, ça veut dire qu'elle n'avait pas été réglée avant. C'est du français. Il dit, j'ai certifié, son mandat disait de certifier, il a fini de certifier. Maintenant, le Conseil constitutionnel est venu donner une décision qui, lui, il estime que ce n'est pas une décision qui est conforme à sa certification. Il dit, la seule question, il dit, avec l'annulation des votes de 9 départements qui donne la victoire au candidat Laurent Gbagbo, peut seulement être interprété comme une décision ne correspondant pas aux faits. Mais est-ce que lui, on lui a demandé de venir nous dire si ça correspond aux faits ou bien correspond pas aux faits et qu'il doit aller analyser des PV? Oui, on m'a dit que son rôle était d'analyser des PV. Pourquoi au premier tour, il n'a pas analysé des PV? Pourquoi au premier tour, il n'a pas analysé les PV? Si c'était son rôle de certificateur d'analyser des PV. Et il dit, donc, la seule question qui demeure est de savoir si l'ONUCI est tenu de se plier au verdict du Conseil constitutionnel quelles que soient les circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONUCI doit se plier au verdict du Conseil constitutionnel, mais il peut y avoir des circonstances où l'ONUCI ne se plie pas. Ça ne veut pas dire que l'ONUCI est au-dessus du Conseil constitutionnel. Ben, si c'était clair, là. C'est bon. Ah, mais quel est? Tu répètes les mêmes choses. Attends, laisse-moi interpréter aussi. Ben, si tu veux que je t'écoute, il faut m'écouter. Par exemple, si tu ne m'écoutes pas, là, je ne vais pas t'écouter aussi. Bon, ok, mais il faut chuter. Mais je vais chuter, tu as fini la lecture, ça fait 5 minutes. Tu finis pas de nous expliquer. Tu ne peux pas nous faire comprendre ce qui n'est pas vrai. Voilà. Tu n'es pas hôte du panel, tu n'es pas co-hôte du panel. Si le co-hôte me permet de faire ça, c'est lui qui me permet de faire. C'est tout. Point. Terminé. C'est pas toi qui gère, qui fait les règles du panel. Quand vous êtes sur vos panels, vous gérez vos règles, vous faites comme vous voulez, vous faites descendre qui vous voulez, vous bloquez qui vous voulez, c'est vous qui gérez. Laissez les gens aussi faire leurs règles comme ils veulent sur les panels. Vous n'avez pas besoin de dicter la loi aux gens et puis dicter, vous dictez la loi sur les panels des gens et puis sur chez vous encore, vous dictez encore la loi. On n'est pas vous obliger. Ça veut dire quoi? Ah oui, quand même. Moi, je peux aller faire ça sur un de vos panels là. Je peux faire ce que je suis en train de faire là. Je peux faire ça jamais de la vie. Ce que toi tu es en train de faire, je peux faire ça. Mais ils vont me descendre rapidement. Non, ces histoires-là. Faut pas faire ça. Donc, je termine. Point 14. En tant que certificateur des élections ivoiriennes, j'ai procédé à l'évaluation et l'analyse. Il n'a jamais été dit au certificateur de faire évaluation et analyse de tous les procès-verbaux. Jamais. Il dit transporté par l'ONUCI. Et les PV n'étaient même pas à destination de l'ONUCI. Il dit transporté par l'ONUCI et reçu à la CEI. Donc lui, il a repris les PV qui ont été transportés. Il a dit qu'il est parti. Donc il n'a même. Et puis, quelle est la preuve de son analyse? Lui sur parole, il dit j'ai analysé et je décide que Alassane Ouattara est vainqueur. Selon quel il nous a pas dit, il dit simplement c'est des procès-verbaux transportés et puis même si on tient compte des procès des réclamations de la LMP, ça changerait pas le résultat, ça confirme qu'Alassane Ouattara est vainqueur. C'est une forfaiture. J'ai fini maintenant si tu veux, il faut parler. Vous n'avez pas parlé d'autre chose. Ok, avant même que Ben ne parle, moi je voulais, bon, je ne sais pas si on a la même
compréhension, hein. Mais je voulais dire pourquoi, en certifiant, ils ont proclamé Alassane Ouattara vainqueur parce que la CEI avait dit qu'ils étaient vainqueurs, mais avant d'arriver à là, ils avaient dit que le monsieur, c'est-à-dire la CEI était hors délai en fait. Je ne sais pas si cette partie-là, je ne sais pas si je dis vrai. Hein. Oui, et même ils ont dit ça, ils ont proclamé les résultats en retard. Voilà. Donc ils ont dit qu'ils ont proclamé les résultats en retard. Et puis, en même temps, eux, ils disent que c'est ce que la CEI a dit qui est vrai. Pour moi, je ne comprends pas leur rôle. Non, la CEI n'a jamais été hors délai. Selon le code électoral, il n'y a pas de délai qui a été prescrit à la CEI. On dit tout simplement qu'ils ont 48 heures pour pouvoir, donner les PV au Conseil constitutionnel. On ne dit pas qu'ils ont 48 heures pour pouvoir proclamer les résultats. Non, en aucun cas, ça se dit. Donc, même après les 48 heures, ils pouvaient quand même proclamer un résultat. Ok, Ben, allez-y. Tu vois, il a expliqué, hein, peut-être tu as lu le texte, tu n'as pas compris, il y a un petit détail sûrement qui a dû t'échapper. Tu vois, il a dit qu'il expliquait pourquoi est-ce que la CEI n'arrivait pas à prononcer les résultats à travers un renforcement du dispositif sécuritaire au siège de la CEI. Il a dit, et bon, je pense qu'il n'a pas voulu citer l'acte posé par Damana Picasse parce que je pense que c'était pas son rôle. Non, mais tu vas pas sauter cette partie-là. À travers un renforcement des choses-là, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais normalement, on doit sécuriser la CEI pour proclamer les résultats. C'était pas le cas lors du premier tour. C'est ce qu'il devait faire comprendre. Maintenant, non, écoute-moi, on va se comprendre. Maintenant, il dit, quand il a parlé tout à l'heure, c'est qu'il ne dit pas là. Mais qui était l'ONU ici là, ils avaient des représentants dans les différents bureaux de vote. L'ONU ici, là, non seulement ils avaient des représentants dans les bureaux de vote, mais ils étaient chargés de transporter les urnes. Voilà, donc ils avaient aussi à leur possession tout ce qui était établi là-bas comme procès verbal. Et maintenant, quand je vois au Cobres faire sa déduction pour dire que il s'est posé la question de savoir si sa certification était au-dessus du Conseil constitutionnel. Non, c'est pas cette question-là qui s'est posée. Non, pas du tout. Tu vois, il a joué son rôle et tout ce que tu as donné là comme signification et autres là, il le dit en haut, plus haut, lorsqu'il a eu l'entretien avec tous les partis. C'est ce qu'il essaye de dire dans les 5 points là. C'est ce qu'il explique. Le bon déroulement des scrutins là, c'est tout ça là qui rentre là-dedans. Voilà, c'est tout cela qui rentre là-dedans. Je ne sais pas si pour toi, bon, le règlement de scrutin, là, c'est de juste venir être comme un observateur, tout en oubliant en omettant que l'ONU et l'ONU ici ne sont pas invités dans l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce sont les parties prenantes qui ont invité l'ONU ici à venir certifier et même financer, parce qu'on a bénéficié aussi d'un financement et la certification là, a eu à s'opérer uniquement que dans 3 pays. Et le seul pays, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est en Afrique, autant pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, tu le dis là, il peut essayer d'aller dans tous les sens, essayer de justifier ce qu'il veut dire là, et vous me posez la question, est-ce que c'était le rôle du certificateur? Bon, moi, je pense qu'il faut plutôt poser la bonne question à Gbagbo, est-ce qu'il en avait besoin d'un certificateur? C'est ça la vraie question. Est-ce que Laurent Gbagbo, là, de 2005 jusqu'en 2010, là, est-ce que Laurent Gbagbo ne pouvait pas être assez responsable qu'Alassane Ouattara aujourd'hui d'organiser des élections en Côte d'Ivoire? Donc, je le dis, aujourd'hui même, là, ce que tu dis là, toi-même, tu devrais te remettre en question. Parce que cette liste électorale-là a été non seulement certifiée, approuvée par même le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, vous ne nous dites pas qu'il y a plus de 6 millions de non-ivoiriens inscrits sur la liste électorale? Alors qu'en 2000, même en 2000 déjà, la liste électorale avait déjà plus de 5 millions d'Ivoiriens inscrits. En 2000, je ne dis pas 2010, hein, en 2000. Voilà, donc, et là, il y a les preuves, c'est Gbagbo Laurent même qui dit. Il le dit lorsqu'il était en train de donner les résultats, quand il était assis au palais présidentiel, devant les Ivoiriens. Il donnait les chiffres et il a parlé de plus de 5 millions d'électeurs et puis il a récolté 1 million et quelques de voix devant Robert Gueye. C'est le propos de Laurent Gbagbo. Maintenant, s'il dit c'est faux, on va faire sortir Gbagbo, va parler. Mais malgré tout cela, là, vous remettez tout le temps en cause les personnes inscrites sur la liste électorale. Donc, Blessing, toi, avait le droit de venir certifier les résultats. C'était tout le processus, même la liste électorale. Donc, quand déjà on t'autorise à certifier une liste électorale, ce n'est pas le résultat. On viendrait dire que tu n'as pas le droit. Pourquoi lors du premier tour, là, quand Laurent Gbagbo était vainqueur, ça n'a pas été contesté, la certification des résultats du premier tour? Donc, ok, il y a le syndicat qui a une motion pour vous, je ne sais pas si vous la prenez. Oui, vas-y vite fait, syndicat. Oui, syndicat. Monsieur Schiss-Benz, à t'écouter, en fait, je me pose la question si tu sais pourquoi, quel est le rôle de l'ONU dans le monde. Parce que la responsabilité du président et le rôle de l'ONU qu'elle devrait jouer dans la crise post-électorale
ces deux responsabilités sont liées, c'est-à-dire sont liées en fonction de la crise. Ma question est la suivante. Quelle est l'instance qui était en Côte d'Ivoire qui devrait proclamer les résultats définitifs des élections en Côte d'Ivoire? C'est le certificateur ou c'est le Conseil constitutionnel? Maintenant, quand tu vas finir ça, parce que tu as parlé d'un référendum en France, je vais attendre mon deuxième tour et je vais te citer les référendums de la 5e République. Et on va savoir si... Bon, ma question est toujours en suspens, hein, que ce soit toi et Grok, vous allez répondre toujours. Voilà, vous allez me faire sortir un article de la Constitution. Mais là, je mets ça en pause. Donc, je t'écoute pour le moment. Voilà, non, il est clair que dans un pays normal, on ne fait pas appel à un certificateur. La preuve en est qu'avant 2010, et tout comme après 2010, jamais l'État de Côte d'Ivoire n'a invité l'ONU à venir certifier des résultats. Donc, il faut pas essayer de balayer du revers de la main quand on était dans une élection de sortie de crise en 2010. Non, le certificateur avait son rôle. Le certificateur avait son rôle. Mais il a expliqué, non? Personne ne dit ici. Écoute-moi, hein. Blessing, écoute-moi. Je peux répéter ma question ou bien tu n'as pas compris? Non, attends, monsieur syndicat, excusez, monsieur, non, il fait exprès. Et moi, c'est ce que moi, j'aime pas chez vous, là. Ben, et comment dirais-je, le doyen, CIV, lui, il vient plus même sur le panel, et puis l'autre, là, il s'appelle comment, là? Et Ivoiricain. Vous êtes même chose, ouais, Croc aussi, qui est venu se mettre dans votre famille. Vous êtes même chose. Quand on vous pose des questions simples, vous êtes là en train de tourner tout. Le monsieur t'a posé la question. Quelle est l'institution qui devrait proclamer les résultats définitifs en Côte d'Ivoire? Tu réponds. Est-ce que ça, là, pour répondre là, tu es obligé de... C'est quoi? Oh, faut répondre à la question, on va avancer. Si tu peux pas aussi, tu dis je peux pas et puis on va avancer. Parce qu'on va pas toujours rester là en train de tourner. On pose une question, vous partez chercher la genèse de l'histoire. Non, bon, celui qui est chargé de donner des résultats définitifs en Côte d'Ivoire, hein, c'est bel et bien le Conseil constitutionnel, mais pas dans le cas de 2010. Parce que dans 2010, on était dans une élection de sortie de crise et les gens avaient décidé de commun accord d'accepter qu'un certificateur puisse venir trancher. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Voilà. Donc, ce que le syndicat pose une question là, il faut préciser la question. Voilà, dans la période. Il ne faut pas poser la question pour poser la question. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs? Est-ce qu'on fait appel encore à un certificateur? Personne. Et même si aujourd'hui on invite, il a dit le nom de quel est le rôle de l'ONU. Même si on invite aujourd'hui les observateurs pour l'élection d'octobre 2025, là, ils ne vont pas venir certifier le résultat. Ils vont venir uniquement voir si l'élection s'est bien déroulée. Parce qu'ils n'auront pas ce rôle-là de venir jouer comme étant des certificateurs. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de faire comprendre. Moi-même, j'ai envie de leur poser la question. C'est simple à comprendre, mais vous la crise ivoirienne. Pourquoi Gbagbo, quand il a nommé Soro Guillaume Premier ministre, il attendait d'abord, comment dirais-je, l'approbation de l'ONU avant que Soro Guillaume puisse prendre, comment dirais-je, son fauteuil. Avant que Soro Guillaume puisse occuper son fauteuil, je voulais dire. Voilà. Ça veut dire qu'on était dans une situation... Non, j'ai pas bien compris. Quand il s'est passé, il a attendu l'approbation... En 2007. Ouais. En 2007, après l'accord politique de Ouagadougou. Ouais. Où, comment dirais-je, là-bas, ils ont... Il y a un autre micro qui est ouvert, je sais pas. Non, ouais, je suis sur un autre panel, ouais, vas-y. D'accord, donc tu peux couper ton micro pour dire... Ouais, j'ai fini, j'ai coupé le son, ouais. Allons-y. Ok. Donc, je dis, pourquoi en 2007, lorsque, après l'accord politique de Ouagadougou, quand Gbagbo a décidé que Soro Guillaume soit le Premier ministre, pourquoi ils ont attendu l'approbation de l'ONU d'abord, avant que Soro Guillaume puisse occuper son fauteuil, comment dirais-je... Quel était le sens de cette approbation? Est-ce que tu peux nous donner le document qui donne le type de l'approbation pour qu'on puisse l'analyser? Parce que moi, je ne me souviens pas de cet événement. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Hein. Ah, tu ne te souviens pas, c'est que tu n'étais pas au pays alors. Ah non. Vous êtes tout le temps en train de dire non, on a vécu la crise du Non, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, c'est que vous bâtir, c'est que vous fouillez. Moi, je te parle d'un vécu. D'accord, donc je vais aller fouiller au pouvoir. Voilà, vous bâtir fouiller. L'ONU, ils ont attendu la 2007. La nomination après l'accord politique de Ouagadougou, tu as les références déjà. Après l'accord politique de Ouagadougou, quand Gbagbo a décidé que, après leur accord là, ils ont décidé que ça soit Soro Guillaume le Premier ministre. Et donc, avant que ça ne soit certifié, avant que Soro Guillaume ne puisse occuper le fauteuil, il fallait l'approbation de l'ONU d'abord. L'ONU voulait être sûr que Gbagbo a fait le bon choix et tout. Donc, il y a eu un temps d'abord, il fallait que l'ONU, comment dirais-je, donne son approbation.
quand tout a été clarifié avec l'ONU, c'est en ce moment-là que Soro Guillaume est parti occuper son fauteuil maintenant, comment dirais-je, voilà, son fauteuil de Premier ministre. Non, Soro a été nommé d'abord ou pas? Mais c'est ce que je dis. Je dis après l'accord politique de Ouagadougou. D'accord. Après leur discussion, ils ont convenu que Soro Guillaume soit Premier ministre. Maintenant, Soro a été nommé. Soro a été nommé, il y a eu le décret de nomination de Soro ou pas? Avant que... Ouais. Avant que quoi? Parce que moi... Mais c'est ça, je suis en train de te dire, au fait. Je dis, avant que Soro Guillaume ne puisse occuper son fauteuil, il fallait que, comment dirais-je, le président Gbagbo Laurent puisse aller expliquer son choix à l'ONU d'abord. Donc, en clair, ils attendaient l'approbation de l'ONU. Donc, c'est 3 mois après. Alors, je ne sais pas combien de temps après exactement. C'est que ça a mis un temps. Ça a mis un temps d'abord avant que Soro Guillaume ne puisse, comment dire, occuper son fauteuil, parce que ils ont dit clairement qu'ils attendaient, comment dirais-je, la décision de l'ONU. D'accord. Parce qu'il venait de limoger, voilà, des gens là, il a limogé des gens et tout, il a fait un conseil, comment dirais-je, son dialogue politique avec Soro Guillaume, et non, puis mais ils ont eu un accord. Grok, j'ai l'impression que je te pose. Et parce que moi, tu m'as demandé de chercher, je vois sur le site de l'ONU, le 27 mars 2007, on dit le secrétaire général a salué aujourd'hui la nomination par le président Gbagbo le 26 mars dernier du chef des forces nouvelles Guillaume Soro au poste de Premier ministre. Ban Ki-moon a félicité le président Gbagbo et Guillaume Soro pour les mesures qu'ils ont prises en vue de la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Le secrétaire général a salué aussi la mise en place du centre de commandement intégré le 6 mars. Le secrétaire général rend hommage également au président Compaoré pour avoir facilité l'accord supplémentaire et félicite le Ça, c'est l'approbation. Ça, c'est l'approbation. Après ça, maintenant, quand Ban Ki-moon, comment dire, a salué l'initiative que Gbagbo a prise et que, voilà, Soro Guillaume, il pouvait répondre. Non, mais il attendait l'approbation de l'ONU. Ça dit, lui, en interne, c'est clair. Lui, en interne, il nomme. Ça, c'est clair. Maintenant, avant que lui, il prenne fonction, il dit, lui, en interne, il nomme. Il dit, c'est lui là de moi, je veux. Grok, est-ce que tu peux nous donner des éléments? Bon, faut terminer. On n'a pas d'éléments. Il dit, en interne, il nomme. Ça, c'est clair. Il dit, c'est lui là, moi, je veux. Donc, il faudrait qu'il explique maintenant son choix à pourquoi c'est lui qu'il veut. Donc, il a expliqué son choix à l'ONU. Et donc, c'est là, l'ONU maintenant a approuvé son choix à travers le communiqué, comme tu viens de lire là, de Ban Ki-moon. Ça, c'était l'approbation. Maintenant, va, comment dire, quelque temps en arrière, plutôt maintenant, dans les archives maintenant du gouvernement ivoirien. Et tu verras ça au niveau du gouvernement. Tu vas voir, sinon, tu essaies de voir au niveau du processus du dialogue, comment dirais-je, politique de Ouagadougou. Et tu verras qu'après la nomination, bien entendu, ils attendaient maintenant l'approbation de l'ONU. C'est quand ils ont salué maintenant l'initiative que, automatiquement, ils ont mis les comment on appelle ça, les dispositions en place pour que M. Soro puisse, bien entendu, prendre... Les signaux sont pas avancés dans le débat, parce que là... Non, je vais terminer parce que... J'ai souligné ça pour vous dire que l'ONU, effectivement, était au-dessus de nos institutions. Grok, s'il te plaît. Soro Guillaume a été nommé le 26 mars 2007. La passation de charge entre Charles Konan Banny et Soro Guillaume a eu lieu le 4 avril 2007. À quel moment l'ONU a fait 3 mois pour valider Soro Guillaume? La fin de l'accord politique de Ouagadougou, c'était quand? Non, je dis. Soro Guillaume. Comme ça, tu pourras voir le laps de temps. La fin, j'ai précisé quand je parlais. J'ai dit après l'accord politique de Ouagadougou. Donc, l'accord politique de Ouagadougou a pris 5 ans. Je vais chercher, je vais me rappeler la date. On va non, faut chercher plus fort. Monsieur Blessing, il faut, s'il te plaît, il faut recadrer le panel parce que on s'épapille un peu. Ouagadougou a été signé le 4 mars 2007. 4 mars. Toi, tu nous as parlé de 3 mois. 4 mars. Ah non, attends. Quand j'ai dit 3 mois tout à l'heure, j'ai dit en même temps que je ne me rappelle plus trop bien de la date. Mais ça a pris un temps. J'ai bien précisé ça. Voilà. 4 mars après 2007. Oui. 4 mars 2007. Soro Guillaume a été nommé le 26 mars 2007. Il a pris fonction le 4 avril 2007. Donc, ça veut dire que tu entends Monsieur Tchélé. Ouais. Monsieur Tchélé, s'il te plaît, avançons. Ce que monsieur attendez, s'il vous plaît. Tchélé.
Mais tu dis bien, toi-même, tu vois la signature du l'espace, décret tu vois de le nom nomination de de Soro Guillaume, ce n'est pas juste après les accords de Ouagadougou. C'est après que l'ONU a intériné Mais donnez-nous sa le document nomination. d'intérination. Exactement. L'ONU a donné Mais son c'est le communiqué approbation. de l'ONU que tu viens de lire là, le 27 mars, avant la date du 4 avril. Je dis non. L'ONU, c'était le 28 mars. Soro était... Le 27 mars. Non, j'ai dit 20. L'accord politique a pris fin le 4 mars, il a dit tout à l'heure. Et c'est pendant l'accord politique de Ouagadougou qu'ils ont convenu que Soro Guillaume soit premier ministre. Gbagbo lui-même, il a dit. Mais il n'y avait pas de décret de donc, nomination. Le 4 mars jusqu'au 26 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Ils attendaient maintenant l'approbation de l'ONU. Mais c'est ça, on vous demande où est-ce que c'est là-bas? Vous attendez, ils attendaient l'approbation de l'ONU. Ah, mais demandez à Gbagbo. C'est la déclaration du secrétaire général. Ça, c'est le vécu. Moi, je ne sais pas du vécu. Moi, je n'ai pas du vécu. On a tous suivi ça. Maintenant, si toi, tu n'as pas suivi, tu dis que tu étais au pays. Ok. Bon, c'est pas grave. Et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'avez pas la déclaration. Vous devez nous dire des choses et puis on doit pouvoir vous croire sur parole. Il faut arrêter un moment donné, les gars. Les gars, on va se calmer et puis on va recadrer le débat. Monsieur Omer, vous êtes là? Ouais, je suis là. Ok, allez-y. Bon, moi, en fait, c'est pas même pas que je vais intervenir dans le sujet. D'abord, j'appelais pour vous encourager. Je vous dis merci parce que vous avez vraiment le cardio, vraiment d'écouter beaucoup de choses. On a entendu plein de choses. Je sais même pas comment orienter tout ça. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, on parle du même pays. On n'est même pas en train de parler de deux pays différents. Donc, déjà même tout à l'heure, quelqu'un qui fait sortir une information. Avant que Soro Guillaume prenne possession de sa place, il fallait que l'ONU donne son accord. Lui-même, il dit. Mais en même temps, il nous demande à nous d'aller faire les recherches. Et il y a quelqu'un qui se met en abdication pour faire. Et c'est toujours comme ça. Moi, je dis toujours, pourquoi à eux, qui veulent toujours démontrer que nous sommes dans le porte-à-faux. Moi, j'aime bien ça. Que nous sommes en erreur. Mais qu'ils viennent avec des évidences. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, là, eux maintenant, aujourd'hui, ils ne font pas d'efforts. Hein. Il y a quelqu'un même qui a parlé ça sur le panel tout à l'heure. Moi, en fait, je ne vais pas dire grand chose parce que quelqu'un a dit beaucoup de choses que je voulais dire. Ils ne font pas d'efforts. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils écoutent leurs communicants, c'est-à-dire, soit leur gouverneur. Et puis, mais tu es venu parler du sujet ou bien c'est nous tu viens attaquer finalement? Voilà, ça c'est complètement qu'on dit. Franchement, Blessing, regarde, là, il s'attaque à nous. C'est pas ça du sujet. Comment on appelle Blessing, si c'était Léo, il allait le faire. Blessing. Tu lui dis, si tu veux regarder le débat aussi, tu lui dis de parler du sujet et non, voilà, de nous indexer. On demande d'arrêter, mais il continue toujours. Et depuis le palais là, il ne fait que se comporter comme, oui, il a le droit de couper quand il veut, à quel moment il peut parler comme il veut. Quand même, il faut respecter les gens. Et si tu m'indexes, je vais te répondre. Si tu penses que c'est ce qui va changer la chose, si ce panel là, vas-y. Vas-y, si tu penses que c'est ce qui va changer quelque chose, vas-y. Vas-y. Sujet qui est là, pas du sujet. Je m'en fous du sujet. Ils sont pas obligés d'aller dans le sujet. Ils sont pas obligés. Aïe. Chaque fois que tu vas m'indexer, je vais te répondre. Voilà, donc parle du sujet. Kelly Kobris a parlé du sujet. Je n'ai même pas ouvert mon micro. Monsieur Krop, laissez-le, il est dans son temps. Laissez-le, il va finir. C'est bien dommage, quoi. En tout cas, vous avez vraiment le cardio. Moi, après, j'ai compris qu'à un moment, bon, il faut que peut-être ce genre de débat existe pour que le panel aussi soit là et puis bon, on puisse échanger, c'est aussi bon. Mais vraiment, écouter des choses qui ne sont pas vraiment logiques. Ça dit que, moi, aujourd'hui, voilà un personnage. Moi, je dis toujours aux gens, j'ai pas de problème avec ce gars-là. Mais, le président Ado. Mais, depuis son départ, même tout à l'heure, vous avez parlé même vous avez parlé des histoires de passeport et consort et tout ça là. Mais c'est des choses qu'on fabrique. Et puis même là, il y a une dame même qui est montée. En fait, moi, aujourd'hui, je ne sais même pas de quoi il a parlé parce que tout le monde a dit. Des passeports des gens qui ne sont plus là, même son père, qui est mort il y a longtemps. Mais le passeport qu'il a présenté aux autres frères était tout flambant neuf. Et ça n'inquiète personne. Ce n'est même pas inquiété quelqu'un. Personne n'a même eu l'idée pour dire, ah, ça c'est logique. Pourtant, nous-mêmes, nos extraits de naissance, quand on demande à papa, il y a longtemps, il a fait ça peut-être depuis 1983 ou bien 80, combien? Quand il nous fait sortir ça en 95, on lui demande notre adresse de naissance, ça jaunit un peu. Et ça ne dit rien à quelqu'un. Mais on doit débattre. Bon, à un moment, je me rends compte que, bon, chacun est obligé de supporter son personnage. Mais moi, je dis toujours que nous, aujourd'hui, sommes en train de parler d'une Côte d'Ivoire. C'est pour nous, c'est pas pour des personnes. Ceux-là, ils vont partir. Comme des gens sont en train de dire, non, il va rester pour un 4e mandat, 5e mandat, mais il ne va pas être éternel. Un jour, il va raccrocher. Quand il va raccrocher, je ne sais pas si peut-être ça serait le RDR qui serait toujours au pouvoir pour continuer toujours, mais un jour, il va raccrocher. On a vu le PDC ici, qui était là, le parti unique, on était là. Mais quand on fait un parti, il fallait que les choses changent. Ça a changé. Donc, il ne va pas être éternel. En fait,
Blaise, ce que je dis, beaucoup de personnes sont passées avant moi et ils ont dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'énormités qui ont été dites, mais bon, je ne vais pas rattraper. Mais comme je dis, chacun est en train de défendre son personnage. Or, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, avec la nouvelle jeunesse que nous sommes aujourd'hui, avec le niveau de compréhension que nous sommes en train de rechercher, c'est pour qu'on ait une Côte d'Ivoire qui va apporter aussi de nouvelles choses. Et chaque jeune, et chaque Ivoirien doit être fier de son pays, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre le devant de beaucoup de choses. Ces personnes que nous sommes en train de suivre, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara, c'est des gens qui vont passer. Mais nous, et il y a quelqu'un qui a dit ici, donc vous-même là, vous n'êtes pas en train de penser un jour, oh mais oui, je peux prendre le carburant en même temps, non? Je suis devant la station, je prends le carburant en même temps. Je n'ai pas besoin de m'arrêter après encore. Donc, comme on appelle, est-ce que vous n'êtes pas en train de penser un jour, de demander, est-ce que vous allez prendre les rênes pour diriger? Parce que moi, aujourd'hui, les gens du RDR, qu'est-ce que moi je trouve aujourd'hui qui ne me plaît pas chez eux? Aujourd'hui, vous êtes en train de défendre votre position. Mais n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui sont nés d'apprendre. Et à travers vous, là, nous aussi, on veut apprendre. Moi, aujourd'hui, moi, je veux bien que quand les gens du RDR viennent sur les panels, moi, je vais apprendre d'eux. C'est-à-dire, l'horreur où nous sommes, là, ou bien on a mal compris une partie, là, qui nous demande par plus que, ah, les gars, voilà ce que vous avez dit la dernière fois, c'était pas vrai. Voilà. Mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Lui-même, il dit quelque chose, c'est quelqu'un qui allait faire des recherches. Et on a toujours, même beaucoup de questions on lui a posées à ce même gars, Croc-là. Et c'est toujours nous qui faisons des recherches. Et on lui demande d'être poli. Pour un moment dans ta vie, tu t'assois et puis tu dis, bon, je suis les panels des gens, il faut que je parte avec des rythmes qu'on me demande. Non, il ne veut pas. Mais on a qu'à toujours être en train de l'écouter. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, bon, vraiment, j'ai dit merci à Léo, Blessing, pour votre travail, pour tout vous faites, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis bon, ça permet aussi à certaines personnes de savoir. Bon, on est revenu un peu dans le passé pour des choses qu'on passait. Il y a des choses qui sont quand même lisibles et puis qu'on doit comprendre. Vous dire, on n'a pas besoin même de réfléchir beaucoup pour comprendre cela. Non. Mais les gens veulent nous pousser seulement à dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais pourtant, eux-mêmes, ils voient la vérité. Ce qui me plaît chez eux, ils voient. Mais comme on est dans un combat, il faut qu'on continue de persévérer dans la bêtise. On persévère dedans et on est dedans. Sinon, tout a été dit. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Tout a été dit. Vraiment, moi, j'ai pas besoin de répondre et de parler du sujet parce que on connaît déjà les réponses. Beaucoup de personnes sont passées. Juste pour dire, bon, je vous encourage toujours, quoi. Mais je suis en bas et puis bon, je vous écoute. Merci. Ok, vraiment, merci. Monsieur Blondy, allez. Oui, donc c'est mon tour de parler ou bien je fais la motion. Ah, d'accord. Non, parlez. Mais je voulais revenir sur ce que Omer était en train de dire par rapport au passeport. Parce qu'on est passé sur ce sujet-là, mais moi je veux revenir là-dessus. Comme nous faisons des rétros, quelque chose que j'aime pas d'ailleurs, je voulais poser la question à Sisben et Grog. Monsieur Ouattara nous a présenté lors du forum des passeports flambant neufs de ses arrière-grands-pères, de son grand-père et de son papa lui-même. Maintenant, je voulais leur demander en quelle année M. Ouattara a eu son premier passeport ivoirien. Où est-ce qu'il peut me dire en quelle année il a perdu son premier passeport ivoirien? C'est la première question que je vais poser, puis après je vais continuer. Je voulais qu'il réponde et puis moi je vais continuer après. Ok. Donc, vous avez la parole, Sisben et Croc. Cette Croc qui est beaucoup expliqué. Moi d'abord, dans un premier temps, je voudrais te dire que je n'ai pas la date de l'établissement du passeport du président de la République. Je n'ai pas cette date. Néanmoins, concernant les histoires de flambant neufs dont tu parles, en aucun cas, tu as pu vérifier que les passeports étaient flambant neufs. Tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'il a donné des passeports. Merci, j'ai compris. Et si est-ce qu'il peut répondre à la question que j'ai posée? En quelle année M. Ouattara a eu son premier passeport? Parce qu'il a montré le passeport des autres, mais lui-même, son passeport, il a eu à quelle année? Sisben, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Sisben, est-ce que tu es là? Tu vas nous expliquer la pertinence de ta question aussi. Voilà, moi, ce que j'aimerais dire, il faudrait qu'un moment donné... Oui. Monsieur Blondy, excusez, vous voyez un peu la mauvaise foi. Sisben, il est là, il fait comme il n'est pas là. Croc a pris la parole de suite là, il n'a pas répondu à la question. Pourtant, lui nous a dit ici que Alassane Ouattara a eu un passeport ivoirien avant d'aller faire ses études aux États-Unis, mais il ne connaît pas l'année où il a eu son passeport. Vous voyez un peu comment ils sont. Il me dit l'année. Toi, par exemple, tu es dans quel pays, mon frère? Il suffit, moi, quand on me pose une question, vous voyez que à tout moment là, on sort toutes les preuves. Va, tu peux taper, on te donne le temps de taper et puis tu reviens nous répondre. Faut taper. Allez-y, monsieur Blondy. Blessing, je suis un Ivoirien et je suis au Canada. Donc, ça veut dire concrètement, tu sais que j'ai un passeport, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux me dire exactement
à quelle date mon passeport a Pardon, été Grog, établi. Tu ne peux pardon. pas le dire, C'est bon, on mais a compris. tu On a sais qu'il y a un compris, Grog. passeport. On Voilà. a compris. Donc, tu ne veux pas savoir. Moi, je qualifie tout ça de mauvaise foi. C'est pourquoi, C'est la mauvaise foi. d'entrée, j'ai dit, c'est pas là. Tout à l'heure, j'ai entendu Tchélé et Sisben en train de perdre beaucoup de temps sur les élections 2010. Mais quand le président Laurent Gbagbo dit que le temps, c'est l'autre nom de Dieu, il faut comprendre cette insertion-là, c'est très important. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu, parce que le temps te permet de comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris dans le passé ou bien dans un moment donné. Mais le temps nous a permis de comprendre, de connaître qui sont ceux qui étaient derrière cette crise ivoirienne-là. Même on parlait de l'ONUCI, on parlait de Choi, tous ceux-là étaient dedans. Comment quelqu'un qui est mon ennemi, il va venir, tu vas venir me dire que oui, il a fait cela. Mais eux tous, ils jouaient contre la Côte d'Ivoire. Arrêtez de... Moi, je sais pourquoi je ne rentre pas dans ce débat-là. Parce qu'on est parti à la CPI, là, on a mis comment on appelle ça, le cul, excusez-moi de dire cette expression-là, de tout le monde dehors. À Mondo Vision, on a tous vu, eux tous, ils étaient KO debout. La France, l'ONU, tous ceux-là ils faisaient partie, même les États-Unis, ils faisaient partie de cette crise-là. C'est eux qui ont fomenté ce coup-là. Maintenant, les gens qui ont fomenté un coup-là, c'est eux qui vont venir arranger quelque chose? Non. Ils étaient là pour dépecer le pouvoir de Laurent Gbagbo d'alors. On ne va pas venir nous dire ici que oui, il y a eu ici. Donc moi, je demande vraiment aux amis, ne rentrez pas dans ces choses-là. Soyons focus sur ce qui est en train de se jouer maintenant là, en nous appuyant sur ce qui s'est passé. Parce qu'on connaît nos ennemis, on connaît ceux qui ont joué contre nous, on sait qui ils sont. Donc il faut maintenant être vigilant. Parce que si on veut essayer de voir, non, si on va se prendre, on va prendre encore, on va tomber encore dans le même piège là. Pour moi, il n'y a pas de quatrième mandat. Jusqu'à peu de compter. Tout à l'heure, Sisben parlait de modification, mais de changement de constitution en France. Mais quand on a changé, on a modifié la constitution en France, là, qu'on est passé à notre république, là, est-ce que ça a remis les compteurs à zéro? Jamais. C'est pas parce qu'on a changé de constitution, on est passé à une république que le président de la République en France peut faire 3 ou 4, 5 mandats. Non. Ce qu'ils ont changé en France, d'ailleurs, avant, c'était 5 ans. Je crois maintenant, on est passé à 7 ans. Ils ont fait ce changement-là. Mais ça ne veut pas dire qu'un président de la République peut faire 3 mandats en France. Non. Et puis, parlons des républiques là même. Des fois, quand on vient sur les panels, on nous bourre le crâne, république. La république, c'est quoi? En France, avant, c'était la monarchie. C'était les pouvoirs monarchiques, c'était les rois là qui étaient... Les gens se sont soulevés. Je crois en 1783, je crois, il y a eu un soulèvement. Le peuple s'est soulevé. C'est comme ça qu'ils ont remis tout à plat. Ils ont dit maintenant, le pouvoir revient à la République. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de monarchie. C'est comme ça qu'ils ont instauré la démocratie. C'est-à-dire que une personne qui va se présenter pour un nombre d'années données, et il y a l'Assemblée nationale qui est là. Il y a plusieurs choses qui sont dans cette démocratie-là. C'est comme ça. Donc, cette histoire de on est passé à une nouvelle République, donc, on peut remettre tout à zéro là. Moi, je mets au défi Grog et Sisben de venir sortir. Et d'ailleurs, on l'a dit, mais ils sont passés à côté. Dans la Constitution, elle est venue sortir l'article qui dit que, d'accord, qui nous dit que lorsqu'on change de République, tout est remis à zéro. Ils n'ont qu'à nous sortir ça et puis, moi je me tais, je ne parle plus. Ils n'ont qu'à nous sortir ça, Sisben et Grog. L'article qui nous dit que lorsqu'on change de République, que les compteurs sont remis à zéro. Quand on parle, ils prennent l'exemple du Sénégal. Mais le Sénégal, ça n'a rien à voir. Le Sénégal, comment il s'appelle là? Macky Sall avait voulu mettre ça dans la Constitution pour le mettre le compteur à zéro, il a été débuté. Voilà. Donc ne venez pas nous raconter des balivernes. Donc moi j'aimerais, dans les prises de parole, qu'ils nous disent l'article qui dit dans la Constitution ivoirienne que lorsqu'on change de république, on remet les compteurs à zéro et que le président peut faire X mandat qu'il veut. D'accord? Donc moi je ne suis pas M. Alassane Ouattara. Pour moi, excusez-moi de le dire, ce n'est pas l'injure, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui est un falsificateur, qui aime tripatouiller les textes. D'ailleurs, on l'a vu, quelqu'un qui peut venir s'arrêter et dire une chose, et puis, quelques heures après, dire le contraire. Tout le monde le sait. Le mec, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. D'accord? Quelqu'un qui est économiste. Aujourd'hui, quand on regarde l'économie ivoirienne, moi, je me dis, mais c'est même un paysan qui est à la tête de notre pays. Je ne suis pas contre les paysans, je respecte beaucoup les paysans, mais ce n'est pas le travail d'un économiste. Là. Quand tu viens discuter du bilan du RHDP, on va te ramener, et quand Gbagbo est au pouvoir, mais
Comment quelqu'un vous avait dit qu'il n'était pas bon, qui n'est pas... D'ailleurs, comme le dit Kokora, ce gars-là, même que moi, franchement, il ne sait pas quel genre d'intellectuel il est, que Gbagbo, d'après Kokora, M. Gbagbo, il serait nul. Mais si une personne est nulle, comment tu peux venir comparer quelque chose qui est nul à quelque chose qui est supra? C'est pas possible. Si Ouattara, il est si fort, il est bon économiste, il fait du bon boulot, mais il doit comparer son bilan à lui-même. Vous avez un bilan, il y a un passif et puis il y a un actif. C'est comme ça on fait un bilan. Mais on ne va pas dire non, mais et l'autre qui était là, qu'est-ce qui... C'est pas comme ça un bilan. Donc, à un moment donné, prenez les gens au sérieux, respectez-nous. Hein, on n'est pas des... Vous pouvez, entre vous là-bas, dans votre bergerie, dans votre pâturage, là, vous amuser, à vous tirer, mon cher, mais pas avec les Ivoiriens, s'il vous plaît. Donc, Blessing, je ne vais pas être long. Moi, je dis et je réitère qu'il n'y a pas de 4e mandat. C'est tout. Le Conseil constitutionnel peut dire ce qu'elle veut, mais les Ivoiriens, le pouvoir là, le pouvoir, quand on parle de pouvoir, le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple. Dans la démocratie là, le boss là, c'est le peuple. Donc, c'est le peuple qui a le pouvoir. Moi, je demande à tous les Ivoiriens de ne pas avoir peur, d'accord, de ne pas avoir peur. Ce n'est pas une question d'aller dans la rue et puis on va dire non. Il y a des méthodes, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour bloquer tout. Voilà. Quand tu es chez toi, tu restes chez toi, que tu ne vas pas au travail ou bien vous ne partez pas dans le supermarché et autres, vous êtes chez vous, c'est des blocages aussi pour gripper l'appareil. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc, pour moi, je vais chuter pour dire que l'heure n'est plus au débat contradictoire, mais il faut expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent que nous sommes dans quelque chose qui est très sérieux. M. Ouattara, avec ses suppôts, en travaillant pour l'Occident, est en train d'amener la Côte d'Ivoire dans quelque chose de très, très, très grave. À un moment donné, vous allez comprendre ça. Merci. Oh, excusez les gars, ça fait longtemps dans live. Donc, Blessing. En tout cas. Blessing, est-ce que je peux me permettre quelque chose? Ok. D'accord, non, je suis le point de partie, mais je voulais quand même pouvoir dire aux gens que je reçois sur Twitter aujourd'hui Assalé Tiemoko qui va nous parler de son programme. J'essaierai de faire la retransmission sur mon profil TikTok, donc il y aura peut-être l'audio sur TikTok en même temps, mais c'est sur Twitter qu'on lui posera des questions. Donc s'il y a des gens qui sont sur Twitter, ils pourront passer. Il y aura 1 heure pendant laquelle les gens pourront pouvoir poser leurs questions directement à Assalé Tiemoko. C'est à partir de 15h, heure d'Abidjan, de 15h à 17h. Ok. Voilà, merci beaucoup et merci pour le panel. Et puis, je vous fais un faux bon parce que je vais m'occuper d'autres choses. Merci beaucoup à tous. D'accord. Tout le monde, merci beaucoup à vous. Voilà, non, cette petite précision même pour Blondie. Blondie, est-ce que tu sais qu'au Cameroun aussi, il y a eu plusieurs républiques? Ah, donc tu étais là et puis on t'a appelé ici, tu n'as pas répondu là. Ah non, on m'a appelé. Ah, j'ai pas compris. C'est que non, j'ai pas. Qui m'a appelé? Donc, je peux reposer ma question alors. Oui, vas-y, repose la question. Monsieur Ouattara a établi son premier passeport en quelle année en Côte d'Ivoire? Ivoirien. Monsieur Ouattara a eu son premier passeport en quelle année en Côte d'Ivoire? Et c'est quoi? Quelle est l'utilité de la question? Mais il a brandi le passeport de ses parents et lui-même son passeport. Non, mais non, moi je pense qu'Alassane Ouattara, bon, tu sais, moi je me mot sur la question. Hein. Tu sais, Blondie, moi je suis très fier de quelqu'un comme Alassane Ouattara. Parce que voilà, on est dans un pays où tout le patriotisme et comme les Ivoiriens, nous sommes jaloux. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Il faut me mettre le micro. Laisse-moi parler. Tu poses une question, laisse-moi parler. Voilà, moi, je suis tellement jaloux de ma nationalité et fier de mon pays que je suis sous le charme de quelqu'un que de tout ton parcours a démontré son amour vis-à-vis d'un pays et d'une nation. Alassane Ouattara. Ça, c'est ton droit. Alassane Ouattara, contrairement aux autres leaders politiques, là, jamais les autres se sont donné à donner à ce genre d'exercice. Donc, il faut se réjouir. Quand on aime la Côte d'Ivoire, là, on devrait se féliciter. Exercice de mensonge. On te pose une question, il faut répondre. Il a eu son passeport. Est-ce que Gbagbo, une fois, Oh, monsieur Croc, monsieur Sisben. Excusez-moi, les gars, excusez-moi, tout le monde doit fermer son micro. Voilà. La question que vous êtes en train de poser, c'est très stupide. Moi, j'ai dit ici une fois, pourquoi? Et c'est quand vous demandez date d'établissement. Écoute. Je vais. Oh, putain. J'ai dit, la question ne doit pas être posée parce que personne, au forum de réconciliation, là, personne n'a demandé à Alassane de venir justifier quoi que ce soit. C'est lui-même qui s'est adonné à cet exercice-là. Et puis, je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est lui? Depuis 1993 jusqu'en 2010, c'est lui seul. Pourquoi? C'est-à-dire,
C'est lui-même qui t'a envoyé, le PDCI, le parti même qui t'a envoyé là. C'est ce même parti-là même qui t'a chassé comme un malpropre. En 2000, ils t'ont pas reconnu. Donc, pourquoi toi? Pourquoi parmi tous ces candidats, toujours c'est toi? Pourquoi toi? C'est ça. Je vais te répondre chap. Tu dis depuis 93. Depuis 93, une question à Grog. Non, Grog, attends. Pourquoi comment ça se fait qu'en 1800, son grand-père a pu avoir un passeport ivoirien? Moi, je ne comprends pas ça. En 1860, il y avait un passeport ivoirien. Il a mal compris. Attends, je donne une réponse. Non, il a mal compris, Blondie. Alassane Ouattara donne la date de naissance de son grand-père, mais il ne dit pas que c'était la date d'établissement du passeport. Il ne sait même pas comment on est gars là. Franchement, vous avez des difficultés à pouvoir analyser, quoi. Non, franchement, il dit mon père est né en 1868. Il t'a pas dit que mon père a eu son passeport en 1868. On ne vous comprend même pas. Et mon grand-père plutôt, autant pour moi. Maintenant, je dis, Blessing. Non, pour nous, il est clair. Tu as dit pourquoi lui. Déjà en 90, Glock a dit ça ici sur le panel. C'est pas, il ne voulait pas revenir là-dessus. Et je pense que tout ça, mais c'est des faux débats. Parler encore de la nationalité du président Alassane Ouattara, c'est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, il a le décret de naturaliser qui il veut en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà, là, ça, là, quand vous parlez même là, même si des étrangers passent, même les gens nous écoutent là, c'est honteux. C'est un faux débat. Ce débat-là, quand les gens ont passé tout le temps à mettre leur programme politique là-dessus, là, voilà pourquoi en 2010, on les a battus. Parce que quand on parlait de programme en 2010, là, on essayait de convaincre les Ivoiriens, c'était d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, là, il ne s'est pas vengé des peuples ouest parce que Laurent Gbagbo l'aurait traité d'étranger. On n'est pas allé dans le vieux Baoulé, dit au Baoulé que vous n'êtes pas digne d'être Ivoirien, que vous êtes des Ghanéens. Non, Alassane Ouattara est passé à autre chose. Parce que c'est qui le préoccupe, là. Il ne s'est pas vengé, Il s'est vengé de qui? Quelles sont les populations qui sont stigmatisées aujourd'hui? Est-ce qu'on renforce des contrôles dans le vieux Baoulé ou tous les directeurs. Est-ce que les populations, est-ce que parce que tu t'appelles Guéhi ou bien tu t'appelles. J'ai dit, est-ce que quand tu t'appelles Guéhi aujourd'hui ou bien tu t'appelles Conan là, on te descend des cas? On ne vous comprend même pas. Vous voulez forcément insister là-dessus. Donc, naturellement, Blessing, notre nouvelle génération là, on devrait dire stop à ceux qui n'avaient rien. Ils avaient un discours creux, ils n'avaient rien pour convaincre nos parents si c'était de traiter l'autre d'être un étranger. Et tu dis pourquoi lui? Mais en 90 là, Doc l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, c'est Laurent Gbagbo qui a dit qu'Alassane Ouattara était un étranger. Et le discours de Félix Houphouët-Boigny, quand il venait se prononcer sur le nouveau Premier ministre, quand il venait parler du nouveau Premier ministre, il a dit que ce sont les gens de l'opposition qui inventaient tout ça. Il parlait de qui? Il parlait de Laurent Gbagbo. Mais il s'est ravivé en 94. Quand il est venu encore auprès de celui-là même qu'il avait eu à traiter en 90 d'étrangers là. Il est venu le rejoindre dans son combat pour dire allons-y au boycott actif en 95. Donc Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un d'incongru. Donc, ne vous inscrivez même pas dans ce sens-là. Voilà, donc moi... Tu racontes n'importe quoi. Laurent Gbagbo a dit, comme moi je dis, l'histoire est têtue. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, là. La citation, n'est pas de Laurent Gbagbo, hein. C'est ce que tu viens de dire, là. Voilà, le temps est un second nom de Dieu, là. C'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne s'est pas rallié à, comment on appelle ça, à Ouattara. Il s'est rallié au combat du RDA. Oui, mais c'était quoi la cause? C'est pas Ouattara qui était président du RDA à cette époque-là. Le combat Comment dire, s'il vous plaît. Franchement, c'est merci. S'il vous plaît, avant de donner la parole au syndicat, là, bon, le syndicat, je voulais poser une question à chose. Parce que je crois que quand j'ai parlé de 93, il a rebondi rapidement. C'est ça? Je t'ai demandé en 1993 qui a traité, comment dire, le président Alassane Ouattara de Burkinabé. C'est la raison que je t'ai posée. Mais l'histoire, tout va de là-bas, cette histoire de violation de la Constitution. Parce que j'ai évoqué 93. J'ai évoqué 93 parce que ceux qui incarnaient cette Constitution-là, pour ne pas dire ceux qui étaient les garants en tout cas des dispositions qui ont été prises par le père fondateur, là. Alassane est allé les voir pour pouvoir violer et ils sont venus nous expliquer comment ce monsieur allait les... discours de Sorbonne. Voilà, tu vois, tu vois, c'est j'ai dit, c'est pas une histoire de discours de Sorbonne, c'est ce qui est bon avec vous. Quand il y a des choses que vous savez déjà, vous traitez ça de discours de Sorbonne. Quand ça quitte même dans la bouche de ceux-mêmes... Explique alors, je vais voir ton argument. Mais tu dis tu sais déjà, et puis tu me dis encore de t'expliquer. Si tu sais déjà, on passe à chose. Ça, c'est le discours de Sorbonne. Maintenant, toi, quel discours de... Tu dis que tu as des preuves. Toi, tu dis que c'est pas pour Sorbonne. Donc, vas-y, explique. Fologo qui parle là, c'est à Sorbonne. Toi, tu as écouté le discours de Fologo. C'est ça? Tu parlais en tant qu'un pro-Gbagbo ou bien en tant que qui? Bon, c'est bon, on va passer. C'est des choses là. En ce moment, en tant qu'un pro-Gbagbo. Ça vous continue pas. Là, vous défendre la cause de Gbagbo. On va le même Fologo qui est parti dire on s'est trompé. C'était la politique. On va
On va passer à autre chose. Comment dirais-je, le syndicat, avant de venir à Saxos, le syndicat. Bon, ok. Bon, vous voyez, je pense qu'on a fait le tour du monde. Hein. Ma question est restée en suspens. Mais ils ne vont pas répondre, c'est comme cela ils sont. J'ai une deuxième question, parce que aujourd'hui, moi je le dis. Tu allais expliquer la 5e République. Non, tu dis que tu allais expliquer l'argument de la 5e République. Non, Grok, attends. Grok. Non, syndicat a dit quelque chose, il pense qu'on a oublié. Syndicat, non. Tu as dit, tu allais nous expliquer par quel mécanisme la France est passée à une 5e République. Voilà, il faut nous expliquer. Il faut pas. Monsieur Sisben, tu parles avec quelqu'un qui dit des choses et qui sait ce qu'il dit. Il ne faut pas me prêter des mots. Sois tranquille, je pense que ça va bien se passer. Tu sais, j'ai dit que tu as parlé de référendum et que je vais citer le nombre de référendums qu'il y a eu dans la 5e République. C'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas me prêter des mots. Mais je vais vous poser une question. Parce que vous êtes du RDR, même si vous ne voulez pas vous comment on appelle ça, retrouver dans ce parti. Ma question est la suivante. Je pense que dans un parti est régi et est conçu autour d'une idéologie. Je pense que là, on est d'accord. Ça veut dire qu'au FPI, devenu PPACI, c'est autour d'une idéologie et c'est cette idéologie qu'on défend. Le PDCI, le PPACI, tous les partis, c'est comme ça. La question que je vous pose à vous deux, quelle est l'idéologie du RDR dans sa création en 94? Parce que si vous défendez le parti, vous êtes en mesure de savoir l'idéologie de votre parti. Donc, quelle est l'idéologie de la création du RDR en 94? Et puis, je vais continuer, je vais te répondre concernant le référendum en Europe. Je suis là. Pour répéter ta question dont tu parlais qu'on n'a pas pu répondre aussi là. Tu avais une première question. J'ai posé une première question. On a fait. Oui, c'était quoi la question? Faut nous rappeler aussi. On a répondu, mais ça ne le dit pas. Ok, je suis à ma deuxième question. On a répondu. Je pense que ceux qui sont là. Ta question a sa réponse même dans. Non, ta question même a sa réponse même dans le RDR. Non. L'idéologie, c'était la République avant tout. On te dit rassemblement des républicains. Maintenant nous disons que nous sommes des libéraux. Maintenant, il ne sait pas. Vous posez des questions pour aller où même? On a du mal à vous suivre. Ça a quelle utilité ici? Je ne sais pas. On n'est pas un interrogatoire. Tu as parlé ici de comment, par quel mécanisme tu allais nous expliquer quand on parle de 5e République en France. On te dit maintenant, il faut nous dire. Tu dis non, tu vas nous citer les différents référendums. C'est qu'on t'a demandé. Je t'ai dit. Écoute-moi, je t'ai dit que la France est... Écoute-moi d'abord, je t'ai dit que la France est sur une 5e République et que la 5e République là s'est opérée à travers une révision constitutionnelle et pas un référendum. Tu dis non, c'est faux. Que tu vas expliquer. Explique maintenant, tu veux nous poser d'autres questions encore. Je ne sais pas. C'est toi qui vas nous demander quelle est l'idéologie du RDR. Mais ça réponse même dans la justification du RDR. Voilà. Est-ce que tu as fini? Bon, vous avez écouté, hein, je pense que M. Grog, tu ne vas pas suivre ton ami. Si tu es d'accord avec lui parce que vous représentez le RDR, bon, tu vois, l'idéologie d'un parti n'est pas la définition du nom du parti. En fait, c'est tellement ridicule ce que tu dis que je me pose la question. Tu vois, c'est comme si je disais le FPI, Front Populaire Ivoirien. Je donne la signification du mot Front Populaire Ivoirien et je dis que c'est... pareil, là tu interprètes très mal. Nous sommes des libéraux, on est des républicains. Mais il raconte quoi même le gars? Non, toi tu en fais des erreurs d'interprétation. On dirait qu'il comprend mal, hein? Non. Je comprends mal. Tu pas dit que tu comprends mal. Toi seul, tu as donné ta définition en un seul mot, que vous êtes des libéraux. Et que vous, votre signification de rassemblement des républicains, là, c'est ça qui signifie votre idéologie. Donc, on a compris. Il a dit concrètement que ça a tout son sens dans le sigle, en clair, dans la définition même de RDR. Attends, laisse-moi terminer. Omer, laisse-moi terminer. Il n'y a pas qu'il y ait encore de confusion. Ça a tout son sens dans la définition des RDR. RDR qui signifie Rassemblement des Républicains. Donc, notre idéologie, c'est d'avoir le sens de la République. Être des Républicains, point. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà, et on n'est pas des conservateurs. On est des libéraux. C'est quoi, il explique. Comme il ne sait pas à lui. Pose des questions. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des libéraux. Voilà, maintenant, bon, si vous avez des problèmes de compréhension, vous souffrez, voilà. Merci. J'ai au moins la définition du RDR et le sens de l'idéologie qu'ils défendent, la République. C'est ça, non? Ok. Tout à fait. Voilà. Là, on va maintenant sur de bonnes bases. Monsieur Sisbens, je dis et je répète, je dis que tu as parlé de référendum. Et je dis, je vais citer le nombre de référendums qu'il y a eu sous la 5e République. Je suis là. Hein.
Donc, tu ne vas pas me dire que... D'abord, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es allé en France que j'ai dit, bon, concernant la France, je veux parler du nombre de référendums qu'il y a eu sous la 5e République. Maintenant, on va voir, puisque tu veux faire une comparaison, on va faire une comparaison du nombre de référendums qu'il y a eu et si ces référendums ont permis à un chef d'État en France de briguer